Alors, bonsoir, je vais laisser les gens qui sont en ligne se brancher. À 18h59, je vais les permettre aux gens de se brancher. Pour votre information, en attendant que les gens arrivent, on a une trentaine de personnes qui se sont inscrites en ligne, puis une quinzaine de personnes qui sont inscrites en salle. Bonsoir, bienvenue. Je vois que vous vous connectez. Ça me fait plaisir de vous accueillir. On va laisser quelques temps pour les spectateurs en ligne de nous rejoindre. Alors, ça continue. J'en vois présentement 18 personnes. Alors, on va commencer par respect par ceux qui sont à l'heure. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information sur le Centre de valorisation des surplus de matériaux d'excavation et de traitement des sols contaminés. Vous allez peut-être entendre l'acronyme CVSME. Alors, de ce centre. Mon nom, c'est Anne Pelletier. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et je vais être responsable de l'animation et du bon déroulement de cette séance d'information. Alors, mon rôle est de m'assurer que tous puissent participer dans les meilleures conditions possibles et d'exprimer leur opinion de manière juste et équitable. Je vais aussi faciliter la prise de parole pour les gens en salle et en ligne et faire respecter le temps. Pour votre information, la séance est enregistrée. Alors, nous sommes en mode hybride. Alors, c'est-à-dire que présentement, nous avons à peu près une vingtaine de personnes en salle et pour les gens en ligne, on est rendu à peu près une trentaine de personnes en ligne. Alors, simultanément, pour la période de questions tout à l'heure, on fera un échange là, entre les personnes en ligne et les personnes en salle. Et la séance est enregistrée. Alors, pour les personnes qui vont se présenter au micro, on va capter votre image. Et pour les personnes en ligne, c'est un mode webinaire, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'activer votre micro. Alors, permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont à l'avant. Alors, d'abord, vous avez Madame Marie-Josée Asselin, qui est vice-présidente du comité exécutif et responsable du développement durable. Nous avons également Madame Johanna Huard, conseillère en environnement. Elle fait partie du service de la prévention et de la qualité du milieu. Elle est accompagnée de Monsieur Mathieu Alibert, directeur du même service. Nous avons également Monsieur Christopher Patnaud, ingénieur à la gestion des immeubles. Il est accompagné aussi de Monsieur Maxime Pelletier, technicien en génie civil au service de l'ingénierie. Alors, pour être sûr de bien répondre à vos questions, nous avons aussi le soutien de deux autres personnes ressources en salle. Il s'agit de Monsieur Patrice Bergeron, qui est directeur de division à l'ingénierie. Il est accompagné aussi de Mme Eliana Vivereau, qui est conseillère en urbanisme à la gestion du territoire. Également, nous avons en ligne d'autres professionnels qui sont là pour vous écouter et pour savoir comment on a utilisé, quels moyens de communication on a fait, utiliser pour vous inviter à cette séance. Alors, d'abord, on a fait un communiqué de presse le 17 avril dernier. On avait également notre page web de participation citoyenne sur le site web de la Ville. On a fait aussi des actualités dans les pages des arrondissements concernés, des envois à la liste des abonnés. Alors, salutations au conseil de quartier, les abonnés également des arrondissements. Et nous avons fait aussi la diffusion de visuels sur le réseau d'écran dans les bureaux d'arrondissement. Finalement, nous avons fait une large distribution de porte-à-porte. On parle de 2200 portes autour du secteur. Concernant le déroulement, c'est assez simple. Alors, ouverture de la séance par Mme Asselin. Je vais vous faire un petit peu les bonnes pratiques et fonctionnements pour le mode webinaire Zoom. Ça ne sera pas très long. Et ensuite, la présentation de Mme Huard. Il y aura une période de questions et le mot de la fin de votre conseiller de district. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Asselin. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux gens en salle, bienvenue aux gens en ligne. Je tiens à souligner la présence de mes collègues, M. Steven Melançon, qui est conseiller municipal du district Chute-Montmorency seigneurial, donc le district où on se trouve aujourd'hui, et de Mme Isabelle Roy, présidente de l'arrondissement de Beauport, et qui est aussi conseillère municipale du district de Robert-Giffard. Je tiens à remercier l'ensemble des professionnels de la ville qui sont ici ce soir, les gens à la technique aussi qui permettent que ça se déroule rondement. On oublie souvent de souligner leur rôle, mais si ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'ils sont là. C'est un super beau projet qu'on vous présente ce soir. Beau projet pour les gens du secteur, puis aussi un beau projet vitrine pour la Ville de Québec.
C'est le seul projet de ce genre-là au Québec. On attire l'attention avec ce projet-là de développement durable qu'on a très hâte de vous présenter. Les équipes ont travaillé fort, puis c'est vraiment un beau projet, puis un beau projet aussi pour les gens du district qui vont venir régler certains enjeux que vous avez vécus, notamment avec le dépôt à neige. Donc, je ne m'étends pas plus longtemps. Je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre. Je laisse la parole à Johanna pour la présentation du projet. Donc, bonsoir à tous. Je tiens d'abord à vous remercier effectivement de votre présence, que ce soit sur place ou en ligne. Ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez un intérêt. Il y a sûrement aussi quelques préoccupations qui sont associées. Et déjà, avant de commencer, je veux juste spécifier que c'est pas un projet d'enfouissement. On connaît bien aussi la problématique dans ce secteur-là avec le trafic qu'il y a sur le boulevard Louis XIV. Puis on a une solution par rapport à ce trafic-là. Puis je vais pouvoir vous en parler un peu plus dans la présentation. Cette séance d'information, en fait, qu'on réalise, on est encore à l'étape des plans et conceptions. C'est pas, il y a encore des choses à affiner. C'est pour ça qu'on vous rencontre maintenant. On veut aussi vous entendre, être sûr qu'on répond aussi à toutes vos préoccupations. Donc, ça va me faire plaisir effectivement d'avancer. Puis à la fin, bah, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, puis on y répondra de notre mieux. Donc le projet, c'est un projet innovant pour valoriser les matériaux d'excavation des chantiers, municipaux, donc de nos chantiers. En quelques mots, le projet pour commencer, comme l'a dit madame Asselin, c'est un projet innovant au niveau de la gestion des matériaux pour la ville de Québec. C'est un projet de développement durable aussi sur plusieurs aspects. Donc, on a effectivement, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. On va aussi avoir des avantages économiques. C'est un projet qui est viable pour la ville de Québec, qui va générer des économies. Puis, on met aussi un point d'honneur avec ce projet-là à trouver des solutions pour respecter l'environnement du site et aussi, bien sûr, les citoyens. Pour vous, faire un petit, un contexte en fait de la situation, pour vous expliquer comment on est arrivé à ce projet-là, il y a plusieurs choses en fait que je souhaite vous présenter. Déjà, savez-vous que chaque année, c'est 50 millions de dollars que nos taxes sont dépensées pour gérer des matériaux d'excavation, et acheter des matériaux neufs? Parmi ces, matériaux, il y en a quelques-uns, on essaye la majorité d'avoir des solutions locales, mais il y a certains matériaux, qui sont envoyés à plus de 100 kilomètres de la ville de Québec. Ensuite de ça, on a des bons matériaux qu'on pourrait réutiliser et qui sont, utilisés pour combler des carrières. La majorité des matériaux qu'on utilise pour remblayer nos excavations, pour les combler, ça provient aussi de ces carrières et de ces sablières-là. Et enfin, d'un point de vue un peu plus global, l'extraction, des matières minérales comme le sable, c'est 55 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Cette extraction, c'est la deuxième ressource la plus exploitée après l'eau. C'est bien avant les combustibles fossiles, par exemple. Donc il y a vraiment un enjeu, en fait, au niveau de l'exploitation de nos ressources premières. Notre priorité avec ce projet-là, ce qu'on voulait mettre de l'avant, mais d'abord d'avoir une solution pérenne pour valoriser nos matériaux. Il ne s'agit pas juste effectivement de remplir une carrière puis d'en exploiter une autre. Ensuite de ça, vous l'avez vu aussi, on a une problématique au niveau du transport de ces matériaux-là. Donc, ça nous prend vraiment une solution locale, une solution qui soit sur notre territoire pour nos besoins. Ensuite, on veut avoir des mesures efficaces pour les potentielles nuisances qui vont être générées par ces activités. Bien sûr, pour effectivement assurer, son acceptation. On veut répondre à vos préoccupations et à vos questions. Et enfin, on vous implique aussi ce soir pour mettre en place un moyen de communication lors de la mise en opération de ce projet-là. Donc, pourquoi on génère des matériaux? Bah, c'est nos opérations courantes en fait qui amènent cette gestion-là. Les surplus de matériaux, c'est finalement ce qu'on ne remet pas dans une excavation. Par exemple, on a les réflexions de conduite d'égouts et d'aqueducs.
La construction de nouveaux bâtiments, on a besoin effectivement d'extraire des matériaux dans une excavation. On a tous les travaux d'urgence par les travaux publics, par exemple un bris d'aqueduc. Là, il faut intervenir rapidement, il y a des matériaux à sortir. Et les travaux de chaussée, tout ce qui est rue, trottoir, etc. Puis finalement, juste nos opérations, c'est environ 700 000 tonnes de matériaux qui sont générés. Ça, c'est un chiffre de 2022. C'est à peu près l'équivalent de 140 piscines olympiques qui sont générées juste par les opérations de la ville. Il n'y a pas de projets majeurs qui sont pris en compte là-dedans. Et pour combler nos excavations, c'est 600 000 tonnes de matériaux neufs qu'on importe. On a une différence parce que ça arrive, par exemple, quand on construit des nouveaux bâtiments, on n'a pas forcément besoin de nouveaux matériaux. Par exemple, on construit un sous-sol. C'est pourquoi on a une différence. Alors, pourquoi pourquoi on ne réutilise pas nos matériaux actuellement? Il y a plusieurs raisons, mais les principales, c'est déjà, ça ne respecte pas nos exigences quand on les sort. On imagine par exemple un bris d'aqueduc. Là, le matériel est complètement humide. On ne peut pas le réutiliser en tant que tel. Des fois aussi, on se retrouve avec des matériaux qui ont des grosses pierres ou trop de fines. Et ça ne rentre pas dans nos exigences quand on veut construire, par exemple, une nouvelle route. Ensuite de ça, vous l'avez vu, la plupart des opérations qu'on effectue à la ville qui génèrent ces matériaux-là, ce sont des travaux de rue. Donc on n'a pas de place pour entreposer nos matériaux et il faut une certaine coordination entre le moment finalement où, on les escave et le moment où on peut les réutiliser. Même chose aussi si on imagine qu'on peut les réutiliser sur un autre chantier. Pareil aussi, il faut une certaine coordination, il faut un certain temps et on n'a pas cet espace-là actuellement. Ensuite de ça, l'entreposage est aussi réglementé par le ministère de l'Environnement. Donc, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Je vais dire ministère de l'Environnement pour la suite. Mais ça prend une autorisation ministérielle pour le faire. C'est la même chose aussi pour les traités. On les a vus, là, on a des matériaux qui ne respectent pas nos exigences. Ils ont besoin d'être conditionnés. Des fois, ça peut être juste d'assécher, d'enlever les grosses pierres. Mais ça aussi, ça prend une autorisation pour le faire. On trouve des solutions à ces problématiques-là. On a par exemple un projet que pour certains vous connaissez, qui est le projet de valorisation de matériaux au dépôt à neige Raymond. Actuellement, au nord du dépôt à neige, il y avait une zone qui était qui était laissée en friche. En ce moment, la ville est en train d'amener des matériaux pour construire une butte. Elle va être végétalisée. Il y a aussi un milieu humide qui va être créé. Mais cette solution-là, elle a beaucoup d'avantages parce qu'elle va créer un îlot de fraîcheur aussi. Ça va améliorer la vie des citoyens autour. Mais par contre, en fin 2026, on ne pourra plus amener de matériaux à cet endroit-là. Donc, il nous faut une solution plus pérenne. Au niveau le premier enjeu qu'on voyait, c'était de trouver une solution locale, qui est le site. On a regardé tous les secteurs de la ville pour choisir notre site. On avait des critères qu'on voulait se tenir, comme par exemple aucune construction dans le secteur qui est en amont de la prise d'eau potable de la ville. On voulait un site industriel, éviter aussi de déboiser un site naturel. C'était important pour nous aussi qu'il ne présente pas de milieu humide, par exemple, qu'il ait une certaine distance avec les résidences pour éviter aussi les impacts que ce projet-là pourrait avoir. Donc, on a à peu près étudié plus en profondeur une dizaine de sites sur lesquels on a appliqué des critères, on a appliqué des points, on les a pondérés, puis ça nous a permis de classer ces sites-là. Et le site qui a été retenu, c'est le dépôt à neige de Sérénité. Il présente plusieurs avantages. Puis je vais prendre ma souris. Donc, en fait, déjà, il appartient à la ville. C'est un secteur industriel. Là, on se trouve dans le secteur industriel de Beauport. Et les premières résidences sont environ à 400 mètres. Donc, c'est surtout là par rapport aux les chutes Montmorency qui vont se retrouver les plus proches du site.
Mais sinon, tout autour, c'est des terrains industriels. On n'a aucun milieu d'intérêt qui est sur place. On a fait, par exemple, une étude écologique pour vérifier cet aspect-là. Il y a un arbre qui qui est une espèce protégée et qu'on va conserver dans l'aménagement de notre site. Il n'y avait pas de milieu d'intérêt, il n'y a pas de milieu humide dessus. Et un des gros avantages, c'est l'accessibilité. L'accessibilité peut se faire par la zone industrielle. Je vais garder mon curseur. Donc, en fait, on va fermer l'entrée du centre par le boulevard Louis XIV pour les camions. Il n'y aura aucun camion qui passera par le boulevard Louis XIV pour entrer sur le site de valorisation. Le site regroupe là des terrains qui passent par la rue Marius-Fortier. Donc, on passe par la rue Marius-Fortier, on longe le boulevard Armand-Paris, on rejoint le boulevard Raymond jusqu'à l'autoroute Félix-Leclerc. La majorité de nos chantiers, je dirais à peu près 90% de nos chantiers se trouvent au centre et plus à l'est. On le voit aussi avec nos garages municipaux. Donc, il y a très peu de projets qui vont se trouver plus au nord et passer justement sur le boulevard Louis XIV, qui est problématique. Donc, ça, c'est une des solutions effectivement qu'on propose. Je pense que vous connaissez un peu le site. Pour l'instant, à part l'accès Marius-Fortier, il y a quand même un monticule. L'entièreté du site va être nivelée, remise à niveau pour que l'entrée se fasse exclusivement par la rue Marius-Fortier. Ensuite, dans les solutions, on a vu qu'on avait des solutions temporaires, mais là, on a besoin d'une solution pérenne. Donc, c'est notre projet, le centre de valorisation. Il y a 2 aménagements qu'on prévoit sur le site. Le premier, vraiment le cœur de notre projet, c'est le centre de valorisation des surplus de matériaux d'excavation. Puis ça, c'est à peu près 280 000 tonnes qu'on va amener à chaque année et valoriser. Ensuite de ça, on va avoir une petite partie qui va être un centre de traitement de sols contaminés. Là, on prévoit à peu près 48 000 tonnes qui seront gérées par année. Alors, les matériaux qui seront acceptés, la première catégorie, c'est les matières granulaires résiduelles. Alors, c'est le terme réglementaire, mais en gros, c'est tout ce qui provient d'une chaussée. Directement sous l'asphalte, là, vous avez toutes les couches de forme. C'est principalement la pierre concassée. Ça, c'est considéré comme de la matière granulaire résiduelle. Ça comprend aussi le béton et l'asphalte une fois qu'il est en mode granulaire. Donc, ces matériaux-là, on veut les récupérer. On a du sol non contaminé, pardon. C'est des sols propres. Tous les usages sont permis pour les réutiliser. On a des sols faiblement contaminés. Alors, ce qu'il faut comprendre par sol faiblement contaminé, c'est que au Québec, le ministère de l'Environnement a établi des critères qui dépendent en fait des usages qui sont permis. Donc, l'usage le plus bas, là, c'est justement usage résidentiel. Donc, ils prennent en compte que c'est une population sensible qui est sur le site, qu'on manipule la terre, etc. Donc, ça, c'est pris en compte en fait dans le calcul des concentrations pour voir s'il y a un impact sur la santé humaine. Et donc, c'est ces sols-là qu'on veut récupérer le plus possible, les sols faiblement contaminés. Et la dernière catégorie, pour le centre de traitement seulement, c'est des sols contaminés, principalement avec des hydrocarbures pétroliers, donc tout ce qui est essence, diesel. Notre idée, en fait, c'est de les traiter, d'abaisser le niveau de contamination et de les réutiliser. Ensuite, je voulais vous présenter des types de matériaux qu'on va recevoir. Donc, on a à gauche, ça c'est du sable, c'est faiblement contaminé. Faiblement contaminé, il y a pas il y a pas d'aspect visuel de la contamination. C'est vraiment un beau sable. Il y a quasiment pas de travail à faire, mais comme je vous l'ai dit, faute de place, ben, ce sable-là, actuellement, on le récupère pas. On a aussi de la pierre concassée, donc ça, c'est la fameuse matière granulaire résiduelle que je vous parlais. Et on a des matériaux humides donc, qui provenaient d'un bris d'aqueduc et qui, là, en état, ne sont pas réutilisables, ils sont beaucoup trop humides. Dans les matériaux qui ne sont pas acceptés, c'est bien important de prendre en compte que c'est un projet de la ville. Il n'y aura aucun matériau de projet privé qui vont être reçus sur notre centre. C'est seulement les projets municipaux qui auront accès à ce site-là.
Il n'y aura pas de déchets domestiques, il n'y a pas de neige usée, il n'y aura pas de déchets dangereux, il n'y aura pas d'amiante. Les activités qu'on propose, ils sont adaptés à nos besoins. Donc, pour commencer, la période d'ouverture, ça va être du lundi au vendredi, des heures régulières de 7h à 17h. Ça va être ouvert complètement dès la fonte des neiges jusqu'à décembre. On va avoir des activités minimales pendant l'hiver. Donc, minimal, c'est surtout le traitement des sols qui va continuer à fonctionner, puis les travaux d'urgence. Un bris d'aqueduc, ça arrive à n'importe quel moment. Donc, il faut que ce site-là soit accessible en tout temps. Donc, c'est comme ma dernière ligne, un accès en tout temps pour les travaux d'urgence. Plus spécifiquement, donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur le site? On va faire de l'entreposage. Donc ça, c'est un entreposage type qui va se retrouver pour les sols qui vont arriver sur le site. Là, c'est type port d'entreposage, mais on prévoit aussi des dômes pour les produits finis. Donc, pour qu'ils soient réutilisés assez rapidement, on va les mettre sous des dômes et ils seront accessibles. Un camion, par exemple, arrive avec des matériaux à disposer, il repart plein avec du bon matériel qu'il peut réutiliser tout de suite en excavation. On aura aussi, sous certaines conditions, de l'entreposage non couvert. Donc, par exemple, quand on est en pleine manipulation des sols, où on a des sols propres, où on a besoin de les réutiliser dans un court temps, ils seront pas couverts. La séparation des matériaux, donc vous l'avez vu, hein, on a plusieurs types de matériel qu'on va recevoir sur place, mais on les ségrègue, on les sépare sur notre site. On a une traçabilité qui va être mise en place et ça va être fait en fonction de leur nature et de leur gestion. Le traitement biologique des sols, en fait, ce traitement-là, c'est une méthode qui est appliquée depuis une quarantaine d'années à peu près. Puis les sols sont entièrement couverts pendant le traitement. L'air et l'eau qui se trouvent dans les sols est entièrement capté par un système. C'est traité, puis analysé et après ça rejeté. Pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, en fait, on crée des conditions optimales pour le développement des micro-organismes qui vont utiliser les contaminants comme une source de carbone, puis ils les dégradent. Ensuite, on a du tamisage. Donc, le tamisage, en fait, c'est le fait de séparer en fonction de la taille. Et ça va permettre d'enlever les impuretés qu'on a dans notre sol. Des fois, on se retrouve avec des branches, du plastique, des grosses pierres. Donc, tout ça, on ne peut pas les avoir quand on veut réutiliser ces matériaux-là dans nos infrastructures. On va avoir du concassage. C'est pas la mission première de notre centre de faire du concassage, mais il y a on va recevoir quand même du béton et de l'enrobé. Puis, étant donné qu'on est dans une optique de valorisation de nos matériaux, on va les concasser pour les utiliser dans nos produits et les valoriser. Donc, on prévoit à peu près 3 semaines dans l'année, 15 jours dans l'année où il y aura du concassage. Quand on va faire ces opérations de concassage, on aura des mesures de mitigation qui vont être mises en place pendant ces opérations-là. Donc, on a prévu, par exemple, un abat-poussière et on va créer aussi un enclos avec les matériaux pour justement atténuer le bruit et atténuer aussi les poussières qui vont être émises par cette activité. Pour réutiliser nos matériaux, on va faire ce qu'on appelle une correction géotechnique et un amendement géotechnique. Là, c'est à peu près comme une recette de gâteau. On mélange plusieurs produits pour obtenir un produit utilisable. Donc, c'est ce qu'on va faire avec nos matériaux tamisés. On va réaliser des essais granulométriques pour s'assurer qu'ils répondent à nos exigences et les réutiliser. Ensuite de ça, on a un projet de fabriquer des terres végétales avec des matériaux faiblement contaminés. Il n'y a pas d'activité de compostage qui va être faite sur le site. C'est vraiment, on amène le compost prêt, on le mélange comme la correction géotechnique et on va les réutiliser pour la plantation de nos arbres, etc.
Sur ce site-là, on va aussi avoir énormément d'eau qui vont être générées. Donc, on a une gestion de l'eau en fonction de leur provenance. Les eaux de pluie ne sont pas gérées de la même façon que l'eau qu'on va récupérer du traitement des sols, par exemple. Donc, en fonction justement de cette provenance-là, on va mettre en place un traitement adapté et on prévoit aussi de réutiliser le plus possible l'eau qu'on va générer. Donc, par exemple, je vais en parler un peu plus tard, mais on a des mesures de mitigation comme un système de lavage des roues pour les camions qui vont sortir. Ben, on va réutiliser l'eau de pluie pour l'intégrer à notre système de lavage au lieu d'utiliser de l'eau potable. Donc, la vision de notre projet, puis les prochaines diapos, c'est comme je vous l'ai expliqué, on est encore en conception. Donc, les plans que je vais vous présenter, ils ne sont pas définitifs, ils sont encore amenés à changer, mais mais le principe est là. C'est aussi pour vous donner une idée de comment ça va être, mais il faut prendre en compte que ce n'est pas le projet final. Donc, l'ébauche, puis là, je m'excuse, il est un peu petit, mais je vais essayer de zoomer au fur et à mesure. Donc, on a tout le long, en fait, en vert, c'est une bande végétale qu'on prévoit. Là, ça paraît pas, mais le site fait quand même un peu plus de 100 000 mètres carrés et la bande prévue fait 10 mètres de large. Donc, on a déjà des endroits qui sont bien végétalisés avec des arbres matures. Ça, on va les conserver le plus possible si ces arbres-là sont en bonne santé. Par contre, par exemple, au niveau de la piste cyclable, il y a actuellement aucun arbre, il n'y a pas de butte. Là, c'est directement sur le terrain. Donc ici, on va aménager une butte, un andin et végétaliser avec plusieurs strates. Donc ça va être la même chose aussi au sud. Ce côté-là est quand même bien végétalisé, donc on ne touchera sûrement pas. Ensuite de ça, je vais retourner. On va avoir un accès sécurisé. Comme vous l'avez vu, c'est important pour nous de séparer les différents matériaux. Donc, toutes les aires que vous voyez, c'est pour des types de matériaux et des types d'activités. C'était aussi important pour nous de prévoir les activités qui pourraient générer le plus de nuisances, le plus au sud, donc le plus éloigné en fait des résidences. Donc, en fait, ce qu'on voit au sud, c'est le système de traitement des sols contaminés et on a ici l'aire de tamisage et de concassage pour les matériaux. Ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est que nos aires de circulation vont être complètement asphaltées. Donc, tout ça aussi dans l'idée de ne pas générer de poussière lors de la circulation des camions. On va aussi, toutes nos aires d'entreposage vont aussi avoir un revêtement. On n'a pas encore défini, mais ça devrait être de type béton ou équivalent. On a une partie administrative à l'entrée avec le bâtiment, un garage pour les équipements. Puis il y a beaucoup de mesures d'atténuation qu'on va mettre en place et que je vais vous présenter dans quelques slides. Donc, une idée de ce que pourrait ressembler le bâtiment. Donc, comme je vous l'ai dit, on est encore en train de le finaliser, mais on met aussi une attention sur le choix des matériaux qu'on va utiliser dans notre bâtiment. Par exemple, le revêtement serait en aluminium, puisque l'aluminium permet d'être recyclé une fois en fin de vie. Une perspective aussi de ce que ça pourrait ressembler depuis la piste cyclable. Donc, c'est ça, vous connaissez l'endroit. À ce niveau-là, il y a rien pour l'instant entre la piste cyclable et le site. Là, on viendrait végétaliser le secteur. On veut intégrer des infrastructures vertes. Donc, par exemple, au niveau du stationnement, comme c'est juste de l'eau de pluie, le stationnement est en dehors de nos activités. On prévoit un pavé alvéolé qui permet en fait l'infiltration de l'eau de pluie directement dans les sols. On aurait des noues végétalisées à certains secteurs, toujours pour la récupération des eaux de pluie, hein, ça ne concerne pas du tout les aires d'entreposage. Et pour le toit, pour éviter l'effet îlot de chaleur, de le recouvrir d'une membrane blanche ou d'une peinture blanche. Et l'eau du toit serait récupérée et réutilisée, par exemple, pour laver les machineries. On pourrait penser à ça. Donc, toujours dans l'idée d'avoir une gestion raisonnée de nos ressources. Au niveau du bruit, ce que je voulais vous présenter, c'est à quoi ressemblerait un peu un enclos quand on va faire du concassage.
Donc là, c'est une photo qui est actuellement sur l'écocentre aussi dans le secteur de Beauport. Donc c'est un peu l'idée justement d'un mur coupe-bruit pour nos activités. On va ajouter des silencieux aux équipements dès que c'est disponible. On aura une politique stricte avec les camionneurs, que ce soit sur la vitesse et le claquage d'ébène aussi, qui était un enjeu avec les dépôts à neige et les activités nocturnes. On va avoir pour les équipements de traitement qui génèrent le plus de bruit, donc la soufflante, une installation et une isolation acoustique pour ce type d'équipement-là. Et enfin, je vous l'avais dit, mais on a positionné les activités les plus bruyantes le plus au sud, donc le plus éloigné des résidences. Cette solution, elle présente de nombreux avantages, que ce soit pour la ville, que ce soit pour vous, mais de manière globale, on en a ciblé quelques-uns. Donc déjà au niveau du développement durable, je vous l'ai dit, là, avec le transport, on a fait une étude, puis en ayant une solution locale, c'est 5 000 tonnes d'équivalent CO2 qui seront diminuées chaque année. Donc ça comprend à la fois le transport, mais ça comprend aussi le fait de réduire la pression qu'on exerce sur les carrières et les sablières. Donc en révalorisant nos matériaux et en limitant l'extraction de nouveaux matériaux dans les carrières et sablières. Juste pour le transport, c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre qui vont être réduites. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce que même moi, 5 000 tonnes d'équivalent CO2, ça ne me parle pas trop, mais c'est l'équivalent de 1 500 et 2 000 véhicules thermiques par année, dépendamment du modèle. Puis si on considère que ces véhicules font 15 000 kilomètres par année, ben c'est 22,5 à 30 millions de kilomètres qu'on réduit avec justement cette solution locale. Puis ça équivaut à peu près à 2200 à 2800 allers-retours Québec-Vancouver qu'on évite juste avec ça. En termes de résilience aussi, ben, on permet de diminuer la pression qu'on a sur l'exploitation des carrières et sablières. Là, vous êtes aussi près d'une carrière, vous connaissez les enjeux que ça peut avoir. Donc, on vient justement limiter ce besoin-là qu'on a avec l'extraction des matériaux. Et on va créer une économie circulaire. C'est là aussi où c'est vraiment une innovation là-dedans. Puis ce que ça veut dire, l'économie circulaire, c'est que finalement, puis là, je vais reprendre mon curseur. On a nos travaux de la ville qui génèrent des matériaux. On va les envoyer dans notre centre de valorisation, le CVSME. Ils sont conditionnés, ils vont être traités dépendamment du type de matériaux. On les valorise après ça sur nos projets et ainsi de suite. Donc, au niveau innovation, Madame Asselin l'a dit, là, on va être un des premiers à faire ça au Québec. Il y a déjà, c'est un peu plus avancé au côté européen. La ville de Montréal a aussi un beau projet, mais actuellement, elle ne pousse pas la valorisation jusqu'à remplacer des matériaux neufs. La ville de Montréal a par exemple un lieu d'enfouissement dans lequel elle les utilise comme recouvrement journalier. Donc nous, on veut aller plus loin en fait dans notre réflexion, dans justement le développement durable et donc on pousse justement sur l'économie circulaire. C'est les procédés qu'on a choisis, que ce soit le traitement, que ce soit le tamisage, et cetera, c'est des techniques qui sont éprouvées, qui sont utilisées dans le domaine depuis longtemps, donc on est confiant sur le niveau de la technologie. Ensuite de ça, il n'y a aucun autre projet de cette ampleur qui présente autant de mesures d'atténuation des nuisances potentielles et qui veut s'assurer en fait de la préservation de la qualité de vie de nos concitoyens et de l'environnement. Donc on l'a vu, hein, on a des mesures de mitigation pour le bruit, on contrôle les poussières qui vont être générées, on va mettre en place des infrastructures vertes, on a une gestion raisonnée de l'eau. Et enfin, on prend en compte aussi l'aspect visuel que ce centre-là va avoir, avec notamment une végétalisation en périphérie. D'un point de vue économique, il y a plusieurs avantages. Déjà, il faut prendre en compte, c'est un projet qui est géré et opéré par la ville entièrement. Ça va créer de nouveaux emplois. Ça va amener une nouvelle expertise dans le milieu municipal. On a une économie estimée d'environ 5 millions par année.
Et on a aussi un impact finalement, par exemple, lors de nouveaux branchements de réseaux d'aqueducs et d'égouts, ben, on a un besoin d'escaver des sols, de les envoyer ailleurs. Ben, quand on envoie ça dans une compagnie privée, ça vous est chargé, alors que si on l'envoie dans un centre, ben, ce sera à coût nul. Il y a le secteur, il y a une modification de zonage qui va arriver. On a besoin d'ajuster le zonage. On l'a vu, c'est industriel, mais les usages qui sont permis ne permettent pas les activités du projet. C'est quand même un projet nouveau, ça n'a pas été pris en compte dans le développement, donc il faut qu'on l'ajuste. Donc pour ça, il y aura un règlement de zonage qui va être fait sur mesure pour ce projet-là. Ça concerne seulement le projet, ça ne concerne pas les autres sites du parc industriel de Beauport. Et il y aura une assemblée publique qui va être une assemblée publique consultative qui sera planifiée à l'automne. Notre plan d'action, donc on a la séance d'information et d'échange aujourd'hui. Tout de suite après, on fait l'analyse de la séance, on voit qu'on peut améliorer le projet en fonction de vos questions. On a le dépôt de la demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement fin mai 2024, donc dans le mois qui arrive. À l'automne se tiendra l'assemblée publique consultative ainsi qu'une consultation écrite. On a le rapport de consultation et l'adoption du projet de règlement, pareil, autour de l'automne 2024. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'autres dates plus précises que cette période-là. À l'automne 2024, début hiver 2025, on aura la conception finale de ce projet-là et on ira en appel d'offres public pour la construction du centre. On prévoit les travaux 2025-2026 pour la construction et enfin une mise en opération en 2026. Donc aujourd'hui, on avait une question, on avait 2 questions pour vous. On aimerait en fait, avez-vous des moyens, des outils que vous préférez pour rester informé auprès de ce projet-là? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour assurer la communication aussi avec vous une fois que le centre va être en opération? Ça faisait le tour de ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute assidue. Merci beaucoup, Johanna, pour la présentation. Alors, pour la période de questions et commentaires, ce que je vous propose, c'est que les questions seront alternées entre les personnes au micro et les citoyens qui sont en salle. Alors, si vous êtes encore là, on est encore à trentaine de personnes, alors merci d'être restés. D'ailleurs, pour ceux et celles là, dans la salle qui voudraient voir la présentation, elle va être en ligne ce soir sur le site web de la ville. Et l'enregistrement avec les caméras, on va faire une vidéo YouTube là-dessus et on va mettre ça également sur la page du projet dès demain. Alors, vous pourrez revisionner la séance sans souci. Alors, je vous propose des consignes pour les personnes en ligne d'abord. On vous propose 2 moyens pour poser les questions. Vous pouvez utiliser l'outil Q&A, donc l'outil questions et réponses. Alors, si vous jouez un peu avec votre souris dans le bas de votre écran, vous devriez voir apparaître Q&A dans le mode webinaire et vous pouvez inscrire votre question qui sera lue publiquement. Ou répondu en ligne par ma collègue Camille Esther Garon, alors qui est conseillère en consultation publique qui nous accompagne ce soir. Merci Camille. Et sinon, vous pouvez aussi prendre l'outil Lever la main. Alors, c'est une petite main que vous trouvez dans le bas de l'écran et vous pourrez à ce moment-là poser directement votre question. On ouvrira votre micro en temps voulu. Sinon, pour les personnes qui sont au téléphone, Camille Esther, est-ce que nous avons des personnes au téléphone ce soir? J'en ai pas vu. Non, je n'ai personne au téléphone pour le moment. Parfait. Alors, si jamais il y avait des personnes au téléphone, on a une autre procédure pour qu'ils puissent poser des questions. Alors, on devrait terminer la séance vers 21h selon les questions ou plus tôt. Pour les personnes en salle, ce sera très simple aussi. D'abord, vous présenter au micro, de dire votre nom
Exactement, l'adresse, pas nécessairement l'adresse, mais la rue, des fois, ça peut aider aux professionnels pour savoir de quel secteur vous êtes et mieux répondre à votre question. Je propose un premier droit de parole aux personnes en ligne et en salle et par la suite un deuxième temps de parole. Alors, est-ce que cette entente vous convient? Peut-être plus les gens en salle, est-ce que ça vous convient? 2, 3 minutes par personne, premier droit de parole, puis ensuite un deuxième? Ça va? Oui, M. Fortin, y avait-tu un... Oui, ben alors pour ceux qui ont des enfants couchés aussi, là, alors on proposait à peu près 1 heure de questions-réponses, là. Puis, mais de toute façon, on a d'autres mécanismes. Supposons que vous dites, bon, ben moi, je dois quitter plus tôt, j'ai une question, je suis en salle, j'ai une question. À l'arrière, j'ai laissé un feuillet, vous pouvez écrire votre nom et la façon de vous rejoindre. L'équipe projet en avant pourra répondre à votre question. Pour les gens en ligne, l'outil Q&A, posez tout simplement votre question. Et s'il y a des questions qui n'auraient pas été répondues ce soir, l'équipe projet va les récupérer. C'est la magie du webinaire Zoom. Alors, ça s'est enregistré et on pourra, au cours des prochains jours, répondre à votre question. Alors, si ça convient, on pourrait commencer peut-être par les personnes en salle ou en ligne. Pour le moment, je ne vois aucune question, mais ça devrait arriver assez rapidement. Oui, alors simplement vous présenter au micro pour qu'on puisse, pour que les personnes en ligne puissent vous voir et vous entendre. Merci. Bonsoir, Pierre Grenier, rue de Clichy. Mhm. Est-ce possible que la ville développe davantage le volet contrôle environnemental? Parce que veut pas, c'est un site industriel. Il va y avoir émission de particules fines. On parle de possibles émissions de composés volatiles, organiques volatiles. Un réseau de capteurs, par exemple, pour le suivi de la sédimentation des poussières, s'assurer qu'elles restent sur le site. Qualité de l'air, avec des appareils qui sont certifiés par le ministère de l'Environnement et sonomètre, pour mesurer des décibels. On a beau dire que du concassage, c'est du concassage, c'est malheureusement bruyant. Donc, s'assurer que les mesures de suivi, qu'on ne contaminera pas ailleurs, qu'il n'y aura pas de propagation de poussière, du moins pour les premières années d'opération. Merci, M. Grenier, pour votre question. Alors, Joanna? Oui, c'est vraiment une très bonne question. Puis vous avez effectivement raison là. Il faut s'assurer que dans les premières années d'opération, nous, pour justement la demande d'autorisation ministérielle, on a des études prédictives sonores qu'on doit mener. On a aussi une modélisation atmosphérique pour justement la répartition de la poussière qu'on va générer. Mais ça va être bon effectivement de le vérifier. Donc assurément, là, on va mettre ça en place. Oui. M. Albert, en complément? Non, Non? je confirmais. On prend ça en note, puis on va analyser le tout. Merci. Merci. Puis Camille Esther, tu nous diras si le son est bon en ligne là, pour être sûr que les personnes en ligne ne manquent pas les réponses. Oui, nous entendons très bien. Merci beaucoup, Madame Pelletier. Merci. D'autres questions? Oui, bien sûr. Bonjour, Laurent Dorval, je suis de la rue Saint-Boniface. D'abord, la première des choses, c'est un beau projet qui semble intéressant. Maintenant, il y a d'autres questions qui se rattachent à ça. On sait, par exemple, qu'au niveau des accès, on va le faire par le parc industriel, via, si on veut, l'autoroute de la capitale. Mais toute la partie du nord est mal desservie. On dit qu'il n'y aura pas tellement de circulation de ce côté-là, mais il reste qu'avec la présence du dépôt à neige et tout ça, il y a quand même beaucoup de circulation sur Louis XIV. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion additionnelle à faire pour donner l'accès, peut-être par Lloyd Welch ou quelque chose du genre, mais pour donner accès aussi du côté nord, pour que toute la circulation de véhicules lourds sur Louis XIV dans la partie nord-sud au moins, soit réglementée et interdite. C'est un quartier résidentiel qui borde la carrière, mais il n'y a pas d'accès à la carrière de ce côté-là. Deuxième des choses, on parle de contrôle environnemental. C'est le fun, il y a des solutions d'avancée. Depuis 2012, on est un groupe de citoyens par rapport au dépôt à neige qui avons des revendications. On nous dit depuis 2012 qu'on va avoir le contrôle de la poussière, contrôle du bruit, contrôle de toutes sortes d'affaires. On est en 24. On a encore ces problèmes-là. Je peux vous montrer une petite vidéo, si vous voulez, de la semaine passée. Alors, on a une petite réserve par rapport à tout ça. J'espère que des mesures vont être prises de façon correcte. Merci. Merci, M. Dorval. Donc, 2 questions. Peut-être l'accès au niveau du transport, c'était plus un commentaire, suggestion, là. Je pense que M. Albert, c'est noté là, de vérifier de ce côté. Oui, j'ai pris note. Merci, M. Dorval. Je ne peux pas me prononcer, évidemment, là, sur
la réorganisation de la circulation dans le secteur, mais j'ai pris votre question en note et je vais questionner notre service du transport et de la mobilité intelligente pour les interroger sur cet aspect-là. Et concernant le contrôle environnemental, là, je pense que Joanna avait bien répondu, là, mais il va y avoir un suivi plus. Non, Tout à fait. effectivement, puis on comprend bien cela. Il y a des mesures en plus, en fait, que le dépôt à neige. C'est sûr que les activités sont pas les mêmes. Donc, on va faire en sorte, on veut justement ne pas forcément reproduire ce type d'erreur-là. C'est pour ça qu'on met vraiment toutes les solutions qui vont avoir un impact réel. Puis, ben, si on voit, par exemple, un projet comme celui-ci qui porte ses fruits, ben, ça va peut-être inspirer nos autres sites à la ville pour ce type de mesures-là. Là. Ouais. Si je peux si je peux me permettre pour ce projet-là en particulier, une des différences qu'il y a avec un dépôt à neige, c'est que des employés municipaux vont être sur place en tout temps et ils vont opérer, excusez-moi, ils vont opérer le site. Donc, les directives vont être très claires, puis il y aura tout le temps un contremaître sur place pour s'assurer que tout est bien respecté par rapport aux volets nuisances, claquage de panneaux, poussière, etc. On aura des yeux en permanence sur le site, là. Merci beaucoup, M. Alibert. Alors, j'ai une question en ligne et ensuite une question verbale. Alors, M. Ouraou, je vais ouvrir votre micro bientôt. Alors, une question en ligne de M. Poirier. On voit que la rue Marius Fortier sort sur l'avenue Larue. On sait que la quantité de circulation de camions va augmenter. Allez-vous faire une nouvelle signalisation pour assurer la sécurité de la circulation? C'est effectivement, j'avais déjà approché le service de le STMI, je m'excuse, le transport mobilité. Ils ne voyaient pas forcément d'enjeu. Par contre, on va s'assurer de regarder ça en détail, puis effectivement d'apporter cette question-là là, pour l'intersection exactement entre l'avenue Larue et le boulevard Raymond. Là. Parfait, merci beaucoup. Alors, Monsieur Ouraou, parfait, votre micro est ouvert. Alors, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien, Monsieur Ouraou, vous pouvez poser votre question. Parfait. Tout d'abord, merci pour la présentation, c'est bien élaboré. Ceci étant, je suis sur rue Rouvière, parmi les maisons les plus proches au projet. Ça fait 6 ans que je suis installé là. Ce n'est pas pour votre projet, mais vu comment dirais-je, les inconvénients associés à tout ce qui est aspect poussière déjà est problématique. Je ne vous cache rien, je regrette un peu mon achat, l'avoir su, je ne serais pas installé. Ceci étant, on a parlé dans cette présentation comme quoi il y a des moyens de mitigation. Il y a 2 intervenants qui en ont parlé. J'approuve les mêmes propos, à savoir le contrôle et la mitigation pour s'assurer de protéger les citoyens et les riverains. Et nous sommes très, très, très proches. C'est comme je suis sur Louis XIV. Okay? Donc, ce qui fait que les moyens de mitigation des particules fines et des poussières, tout ça, bon, on en a parlé qu'on va le faire, mais il n'y a rien d'élaboré qui me sécurise personnellement aujourd'hui. C'est sûr, quand on présente le projet, on présente qu'on y va de l'avant, comment vous voulez être tenu informé. Ça veut dire que la ville est établie déjà qu'elle veut aller de l'avant. C'est ça que ça veut dire pour moi. Là. Ça veut dire cette consultation, est-ce que c'est pour convaincre? Est-ce que l'opinion déjà est importante? Ou bien on veut y aller de l'avant directement, bon, et c'est juste on vous informe et on y va de l'avant. Moi, je pense que c'est très important de s'assurer de la mitigation comme ça se doit, parce qu'il y a déjà des inconvénients, ce n'est pas associé à vous, à des choses qui sont riveraines, mais de s'assurer comment dirais-je, de protéger tout ce qui est poussière, mais aussi de tout ce qui est particules qui peut être contaminantes, parce qu'on va traiter des matériaux contaminés. Pour ce qui est des bandes riveraines et des espaces verts autour et tout ça, je trouve ça génial comme principe. J'ai entendu dans la présentation qu'il y a déjà un pourtour verdâtre, des arbres et tout ça qui sont déjà là et tout ça. Mais c'est de s'assurer au niveau comment dirais-je, espace vert, que aussi le traitement et les poussières ne viennent même pas affecter ces arbres. Parce que je vois la bande riveraine, je passe souvent là, il y a des arbres qui crèvent et qui meurent et on coupe du bois mort là.
Donc, oui, c'est bien beau et c'est bien de le penser, mais c'est de s'assurer que ça pousse et que ça ne vienne pas être affecté même par les poussières à côté de tout ça. Je ne suis pas un spécialiste, mais juste de prendre les mesures en conséquence. Merci. Ben, merci beaucoup, M. Ouraou. Alors, il y a quand même plus des commentaires, là. D'abord sur les poussières qui sont déjà actuelles et les moyens de mitigation là, qui pourraient être surtout touchés. Puis ensuite, vas-y, je rappellerai les deux autres. Oui, tout à fait. Je vais retourner un peu là sur la gestion des poussières, puis vous avez des très bons points, puis c'est important pour nous. Effectivement, la carrière, on ne peut pas faire grand-chose, c'est une entreprise privée. Par contre, là, nous, c'est un projet municipal, c'est un projet de bien social, donc c'est important que ce projet-là n'impacte pas votre qualité de vie. Donc, au niveau de la poussière, j'en ai parlé brièvement à droite à gauche, mais déjà, on va avoir des aires de circulation qui sont complètement asphaltées. Donc, par exemple, les dépôts à neige, ce n'est pas quelque chose malheureusement qu'on peut faire tant que ça, mais ça génère des poussières, le fait que les camions roulent sur la terre battue. Donc, même chose aussi pour les carrières. Là-dessus, au moins, on a cette problématique-là. Tous les camions, avant de sortir, vont passer dans un laveur de roues. Donc, c'est un système, en fait, qui permet de nettoyer les roues. Ça se fait automatiquement. Dès que le camion rentre, il y a un système de pression d'eau qui arrive. Donc, ça nettoie vraiment en profondeur. C'est très efficace. Ça va être aussi mis en place. Ensuite de ça, nos aires de circulation, on va avoir un système d'arrosage qui va permettre d'humecter les routes. Donc, par exemple, en période surtout estivale, quand il fait chaud, là où la poussière se lève, ben, on va humecter les voies de circulation les plus empruntées, donc surtout celles qui sont au nord, justement avec l'arrivée du site. Donc ça va être mis en place. On a aussi plusieurs endroits qui sont couverts. Donc déjà, en couvrant, ça va éviter que la poussière se lève. On va aussi avoir un brumisateur. Donc là, c'est encore comme une sorte de canon à neige, mais c'est de l'eau qui va être en fait lancée, par exemple, pour des activités de tamisage et de concassage. On a aussi des perches qui ont en fait une portée un peu plus courte, mais par exemple, pour des activités comme le concassage qui génère un peu plus de poussière, ben, on met ces perches-là juste à côté avec justement une brumisation qui va directement à la sortie du convoyeur où les matériaux tombent. C'est là en général où ça génère le plus de poussière. Donc, effectivement, il y a ça qu'on met en place. Puis, il y a le contrôle, effectivement, qui va être fait pour s'assurer qu'on respecte finalement ce qu'on a prédit dans l'élaboration de notre projet. Puis il y avait aussi l'autre question là, concernant les bandes riveraines, là, la protection des arbres. On plante des arbres, mais avec la poussière, ils ne résistent pas. Oui, bah, déjà, ce qu'on essaie surtout, c'est de contrôler à la source. Donc, en venant justement, on recouvre les sols. Tous les sols contaminés, ils sont recouverts en permanence. Donc, il y aura très peu d'émanations qui va venir à cet endroit-là. En général, une fois par mois, il faut qu'on enlève la toile, il faut qu'on brasse, etc. Mais on mettra le brumisateur dessus si on est en période de grand vent. Donc, pour justement éviter que ces poussières-là partent à l'extérieur. Donc, en contrôlant à la source, on évite justement d'impacter les arbres qui sont aux alentours. Peut-être un autre petit élément, le fait de réutiliser nos propres matériaux, on va avoir moins besoin d'extraire des matériaux neufs des carrières, puis l'extraction crée des nuisances. On prend des matériaux de ces carrières-là pour les amener dans nos chantiers municipaux, puis on prend les matériaux de nos chantiers municipaux pour les amener ailleurs. Fait qu'on vide un trou, puis avec nos matériaux qu'on ne réutilise pas, on va en remplir à 100 km d'ici. Donc, c'est une contribution que la ville a à la génération de poussière due aux carrières en utilisant moins ce type de matériaux-là, de ces carrières-là. On va arrêter de les vider pour aller en remplir d'autres. On va réutiliser nos matériaux dans un premier temps. Donc, on ne le fait pas pour les chantiers privés. Il va continuer à y avoir de l'extraction, on ne vous le cachera pas, mais le bout qu'on peut faire comme ville en évitant d'utiliser des matériaux neufs, c'est une contribution aussi à la diminution de la pression qu'on met sur l'utilisation des carrières puis toutes les nuisances que ce type d'industrie-là cause aussi sur le territoire. Merci. Il y avait Mathieu. Oui, Mathieu. Oui, sur la question des poussières, on parlait de la végétation, des arbres, etc. Mais en fait, plus on augmente la densité de végétation, plus ça a un impact positif sur la rétention des poussières. Donc, plus on fait de plantation, plus on augmente la canopée,
plus on va avoir tendance à retenir les poussières et il y aura définitivement moins de poussière. Plus on a une canopée importante, moins on a de poussière dans un secteur. C'est la raison pour laquelle on veut végétaliser massivement le dépôt à neige Raymond. C'est un des éléments qui était important, sur lequel on souhaitait intervenir. On va y planter en 10 et 15 000 arbres, donc c'est quand même majeur. C'est sûr que ces arbres-là, ils vont mettre du temps à devenir matures, bien évidemment, mais il faut commencer à un moment donné, puis ça, avec le temps, on va avoir un impact de plus en plus significatif sur le milieu, tant au niveau des poussières qu'au niveau de l'amélioration de la canopée et de la biodiversité, des effets d'îlots de chaleur, etc. Il y a beaucoup d'avantages à faire des plantations. Merci beaucoup. Alors, merci pour M. Ouraou pour votre question et vos commentaires. Alors, j'avais une question en salle et ensuite, Mme Croteau, vous pourrez poser votre question. Jeannette Bonsoir. Saint-Pierre, rue Georges Dor, victime du site de René Saint-Pierre. Je voulais vous mentionner, moi, c'est concernant le concassage. Vous avez mentionné que c'était prévu 15 jours par année. Donc, ce 15 jours-là, vous l'évaluez de quelle façon? Puis, est-ce que c'est à court ou à long terme que ça ne dépassera pas les 15 jours par année? Merci, Mme Saint-Pierre. Au niveau du concassage, Joanne? Oui, en fait, le concassage, c'est parce qu'on ne prévoit pas l'entrée de béton ou d'asphalte de camions purs. Ce qu'on prévoit, c'est surtout en fait ce qu'on va retrouver dans les matériaux qui vont être amenés, toute la pierre concassée. Des fois, on va retrouver des morceaux d'asphalte, des morceaux de béton. Et en fait, ces matériaux-là, on va les réutiliser sur place. Donc, par exemple, on prévoit pas de l'achat de concasseurs, on prévoit de le louer de manière périodique. Donc, après ça, les 3 semaines, ça a été une estimation quand même assez large. Puis, l'idée, ça va être soit on fait 3 semaines, par exemple, à une période creuse, ou soit on va les faire 5 jours par-ci, 5 jours par-là, dès qu'on va avoir une quantité suffisante pour le faire. Donc, c'est possible, peut-être une année, on a très peu de béton et d'asphalte qui a été rentré à travers les autres matériaux, qu'on n'en fasse pas de concassage. C'est vraiment, en fait, une activité connexe pour répondre à une petite problématique qu'on pourrait avoir. Nos employés, les employés de la ville font un très beau travail au niveau de la ségrégation des matériaux, mais des fois, il faut se rendre compte qu'on a une énorme pelle mécanique qui essaye de séparer en fait des couches, une couche d'asphalte, une couche de béton, 30 cm de pierre concassée. Donc, ça arrive qu'il y ait des morceaux là-dedans. Puis, ça ferait pas de sens, en fait, d'envoyer ce stock-là ailleurs. Donc, on va le faire sur place. Puis, en plus, à la ville, on a la possibilité, en fait, d'avoir un matériel, un produit, on intègre du béton et de l'asphalte et on peut le réutiliser dans nos infrastructures. Donc, on n'a pas de vision à long terme d'augmenter le concassage. C'est vraiment une activité connexe à nos activités pour valoriser ce qu'on pourrait recevoir en béton et en asphalte. Est-ce qu'on avait le nombre de jours que Mme Saint-Pierre veut savoir environ? Vous Ben, avez la c'est diapo? effectivement à peu près 15 jours, donc 3 semaines là, du lundi au vendredi qu'on le ferait. Ce serait effectivement de 7h à 17h. Là, il y aura pas de. On peut faire moins aussi. Là, on peut. Je veux dire, là-dessus, on n'est pas fermé du tout. Là, comme je vous l'ai dit, c'est pas notre activité première. On n'a pas besoin là, on n'a pas des rendements élevés pour ce type d'activité-là. Donc, si on va éviter, par exemple, la période estivale. Je veux dire, vous profitez de votre jardin, vous n'avez pas forcément envie d'entendre ça. Donc, nous, on peut faire ça tôt au printemps, tard l'hiver. Donc, c'est ça, on s'adapte aussi. C'est une activité qui est connexe à notre activité globale du projet. Puis comme disait M. Alibert tout à l'heure, c'est un site qui va être opéré par les employés de la ville. Donc, on n'est pas avec des sous-traitants. On est vraiment directement avec nos employés municipaux qui ont à cœur la collectivité puis le bien-être des citoyens. Fait qu'on n'est pas avec des gens, des sous-traitants à qui on donne un ouvrage puis à qui on donne des balises qu'on s'attend qu'ils respectent, puis on est obligé de revenir. On est vraiment avec nos propres employés municipaux. Donc, comme M. Alibert disait, un contremaître sur place.
Puis je suis certain que les employés municipaux ne feront pas exprès pour commencer à 7 heures du concassage quand il y a moyen de le faire autrement. C'est nos employés de la ville, puis ils vont être fiers de ce site-là, puis ils vont vouloir que ça se passe bien. Donc, je pense qu'on peut, ça augmente notre niveau de confiance dans la réalisation des activités, le fait que ce soit fait en régie à l'interne par nos propres employés. Merci de votre question, Mme Saint-Pierre. Alors, je vais mettre Mme Croteau, votre micro est ouvert, puis ensuite M. Fortin. Alors, Mme Croteau, vous pouvez parler, on vous entend. Oui, bonjour. Donc, moi aussi, j'habite sur la rue Rouvière. Je ne sais pas si vous êtes familier à ce point-là avec le secteur là, à la table en avant. On est dans le fond sur vraiment proche de l'entrée là, du dépôt à neige Sérénité. Là, on est vraiment les résidents les plus touchés par ce projet-là. Quand vous disiez là, au début, là, les résidents les plus proches sont à 400 mètres. Là. Ça, c'est les gens sur la rue Rouvière en font partie. On est vraiment collés sur le site. Je vous dirais que nous, on a déjà quand même pas mal d'irritants au niveau de notre qualité de vie par rapport à toutes les activités industrielles qui ont lieu là, dans notre secteur. Le camionnage des poids lourds est déjà un irritant majeur. J'ai déjà lu dans un article du Soleil qu'il y a à peu près 800 camions qui circulent sur Louis XIV. J'ai été quand même rassurée quand vous avez mentionné qu'il n'y aurait pas de camions qui entreraient par Louis XIV. Puis que ça arriverait vraiment du côté en tout cas, industriel. Là. Par contre, moi, je trouve que la Ville devrait saisir cette opportunité-là pour justement essayer d'améliorer la qualité de vie des citoyens en réaménageant, je ne sais pas comment tout ça pourrait être possible, mais les camions qui circulent constamment sur Louis XIV, est-ce qu'il y aurait moyen justement dans votre projet d'intégrer une rue asphaltée où il pourrait également circuler pour que les citoyens n'aient plus à subir ça dans notre quartier? Parce que oui, ça amène beaucoup de poussière parce que, bon, ils sortent de des sites qui ne sont pas asphaltés avec de la poussière puis ils traînent ça partout sur Louis XIV. Donc, c'est sûr que la poussière dans notre quartier, il y en a beaucoup, ça fait du bruit, il y a plein d'autres inconvénients. Donc, j'avais assisté d'ailleurs à la rencontre annuelle là, avec Stevens Melançon, là, je me souviens, pas le député, là, mais le conseiller municipal. Là, puis il semblait dire qu'il y avait à quelque part dans un procès verbal une mention comme quoi les camions seraient interdits éventuellement sur Louis XIV. Quand j'ai demandé c'était quoi la date de cette interdiction-là, il m'a dit qu'il ne le savait pas. Donc, moi, ça serait quelque chose, je pense, qui permettrait d'accepter plus largement le projet, si ça peut nous amener des bénéfices, nous, comme citoyens, parce que présentement, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. J'ai de l'inquiétude au niveau de la poussière, au niveau du bruit, au niveau des odeurs. Est-ce qu'en plus de la poussière et du bruit, on va se retrouver avec des odeurs désagréables dans notre quartier? C'est moi, ça m'inquiète. Donc c'est ça. Concernant la poussière puis les irritants qui pourraient encore venir plus affecter notre qualité de vie. Sinon, ce qui m'intéresserait, ça serait que vous puissiez remontrer dans le fond le plan là, que vous, je ne sais plus comment vous l'avez nommé, là, mais l'espèce de plan où on voit les différentes activités. Peut-être nous expliquer un petit peu plus davantage. Oui, c'est ça, ce plan-là exactement. Les rues sont situées où exactement? Tu sais, par exemple, dans le quartier, là, tu sais, il y a Louis XIV, il y a Vaubert, il y a Calandre, il y a Quatre-Temps. Tu sais, c'est situé où? Qu'est-ce qui va être proche de nos rues résidentielles pour qu'on puisse un peu plus comprendre le projet, dans le fond? Oui, puis on va le mettre en grand écran. Merci. Oui, merci. Puis sinon, au niveau de la végétalisation, j'ai entendu parler du boulevard Raymond, j'ai vu la piste cyclable, mais vraiment Louis XIV, tu sais, Louis XIV, c'est là le problème avec les résidences. Donc, tu sais, j'imagine que ça fait partie du projet, là, la végétalisation de Louis XIV, mais tu sais, c'est vraiment le petit quartier proche de Louis XIV qui va être le plus affecté. Donc, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce qu'on est déjà fortement incommodé par les industries autour. Puis, je comprends qu'au niveau environnemental, c'est un projet qui est porteur, mais c'est un peu on en a déjà pas mal là, dans notre cours. Là, fait que c'est sûr que c'est ça. J'espère qu'il n'y aura pas plus d'inconvénients. Puis, c'est pour ça que j'ose espérer que ce projet-là, si ça pouvait nous amener des avantages comme diminuer au moins le trafic des camions, si ça pouvait être redirigé ailleurs, ben on verrait un avantage pour nous aussi. Ça pourrait devenir intéressant pour les citoyens qui habitent proche de ce site-là aussi. Merci.
Ben, merci, Madame Croteau. Je pense qu'on va commencer avec justement la carte, là, puis c'est une bonne question, là, peut-être que d'autres citoyens aussi là, qui vont être mieux situés. Là. Alors, je te laisse parler là, sur Oui. J'aurais aimé ça mettre le curseur en même temps, mais on dirait que je peux pas zoomer et pointer. Non, Mais mais en fait, ouais. ouais, non, non, il voit pas maman. Ah non. Ouais, en fait, l'entrée Marius Fortier, ouais, sinon il faut. Je vais commencer par pointer. Après ça, je pourrais zoomer un peu plus. Donc là, on va l'entrée du site, c'est ici Marius Fortier. On a au nord la piste cyclable, puis le boulevard Louis XIV qui passe à cet endroit-là. Au niveau des activités, et là, je vais zoomer un peu plus sur le plan. Donc, au sud, donc ce qui va être le plus proche en fait du bâtiment rouge, on va avoir les activités de concassage, de tamisage. On va avoir aussi le traitement des sols. Puis le traitement des sols, c'est lui qui pourrait générer des odeurs, mais en fait, on recouvre les sols entièrement et on a un système de captage de l'air et de l'eau qui va justement éviter qu'on ait des odeurs qui sortent du site. Sinon, la pierre concassée, le sable n'ont pas d'odeur. La terre végétale qu'on veut faire, en fait, on fait venir le compost mature. Donc, il ne génère pas d'odeur. On n'a pas du tout d'activité de compostage qui est prévue sur le site. Sur cette partie-là, ben, en fait, au nord de Marius Fortier, on va avoir tout ce qui est bâtiment. Le long de la piste cyclable, il va y avoir la butte. On va avoir aussi un chemin qui va mener, en fait, qui va desservir tout le site. À l'entrée, on va entreposer des sols faiblement contaminés et non contaminés. On va avoir un entrepôt couvert un petit peu plus bas. Puis là, je vais retourner. Je ouais, je vais retourner sur, le plan d'aménagement. Donnez-moi un instant. Donc là, vous voyez mon curseur, donc c'est ça. Donc on a l'entrée Marius Fortier, les bâtiments. On a des balances à l'entrée aussi pour peser nos camions, entrée-sortie, puis, peut faire aussi, 2 entrées, au besoin. On a le système de lavage de roues qui va être installé. Donc les camions vont rentrer, puis en fonction, en fait, du type de matériaux, vont aller sur l'aire dédiée. Donc on a une aire pour comme j'avais dit, pour les sols, faiblement contaminés, non contaminés, un entrepôt couvert quand on a des sols, par exemple, qui ont besoin d'être asséchés, la partie traitement qui est au sud, donc l'aire de tamisage, concassage et on a une partie ici, c'est pour tous les produits finis. Il y a 2 dômes qui vont être construits avec des cases pour justement, mettre les matériaux et qui vont être prêts à être chargés. On va avoir ici notre bassin, pour les eaux pluviales. C'est principalement ça, dans le gros de l'aménagement, pour le site. Il y a de la végétalisation. Tout à fait, oui, c'est ça. On a de la végétalisation vraiment tout autour du site. On a, soit on va garder les arbres matures, soit on va installer un andin de 10 mètres de large, 5 mètres de haut, où on va planter plusieurs strates. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi toujours un couvert végétal. Donc par exemple, en ayant des conifères pour que l'hiver, ben, on reste avec des arbres. Et puis bah, l'été, on va avoir tout ce qui est feuillus, arbustes qui vont arriver. Aussi. Donc, ça faisait à peu près le tour là, pour Oui. l'aménagement. Puis on comprend, Madame Croteau, là, en fait, c'est le même propos que M. Duval là, sur la proposition là, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la circulation sur Louis XIV. Ça a bien été noté là, par le directeur. Au niveau des irritants, donc, on a parlé des poussières. Au niveau des bruits, j'ai aussi une autre citoyenne, justement, qui pose à peu près la même question que vous, Madame Croteau. Madame Dubé, là, qui demande, avez-vous une estimation des décibels produits par le site? Il y a un maximum à ne pas dépasser, là. Elle habite, elle aussi, là, proche de Madame Croteau. Oui, tout à fait. En fait, je n'aurais pas le nombre de décibels. Par contre, on a une étude prédictive sonore. Donc là, on a donné vraiment toutes les fiches techniques de nos matériaux, puis ils sont très conservateurs. Ils prennent toujours le maximum que ça émet. Puis, le point, en fait, notre plus restrictif, c'est en fait sur la rue Marius Fortier. Parce que même si on est dans un secteur industriel, le fait qu'on a on a le CHU, il y a un bâtiment du CHU qui est à cet endroit-là, on doit atteindre 55 décibels à ce niveau-là.
Donc, j'ai pas encore l'étude prête, mais on respecte les critères à la sortie du site. C'est ça qui est pris en compte, c'est ce qui sort du site. Parfait. Monsieur Melançon, prenez le micro qu'on puisse vous entendre en ligne. Puis en même temps, on va vous voir. Bonjour, juste parce que la dame m'a interpellé. Moi, on s'était parlé un peu pour la présentation. Moi, l'aspect qui était interrogatoire dans mon cas, c'était par rapport au côté sud de Louis XIV, par rapport au dépôt à neige, par rapport au transport de ces camions-là. Vous me comprenez? C'est cette partie-là, moi, que je regardais. Puis on avait déjà aussi mentionné à plusieurs reprises Lloyd Welch, je m'excuse, qui pouvait déboucher, qui ne débouche pas présentement. C'est qui pourrait amener un avantage certain au niveau de camionnage. Mais moi, la partie que j'avais plus ou moins peut-être saisi, mais je voulais en interrogation, c'est la portion sud par rapport à celle du dépôt à neige Petro-Canada, par rapport à l'avenue Larue, tout ça. C'est cette portion-là, moi, que je parlais. Sinon, le camionnage peut se ramasser quand même là. Je comprends bien? Savez-vous de quoi je parle? Je suis pas sûr. Petro-Canada, vous avez l'avenue Larue. Oui. Là, on a Louis XIV qui continue, qui va rejoindre presque l'avenue Royale. Oui. C'est cette portion-là, moi, que je parlais. OK. Mais nous, les véhicules ne passeront pas du tout par, OK, ben par Louis XIV. c'est ce que j'avais précisé à la dame. Exact. Parfait. Exact. Nous, il y a peut-être des véhicules personnels d'employés qui peuvent éventuellement rentrer à cet endroit-là, mais aucun véhicule lourd. Oui. Merci pour la précision, M. Melançon. Alors, on va poursuivre avec M. Fortin, puis j'ai aussi deux personnes en ligne et en salle. Alors, M. Fortin. Oui, bonsoir, Madame la Présidente. J'aimerais remercier M. Melançon qui m'a fait une présentation avant même que moi-même je me présente. Puis, je voulais aussi dire que je suis étonné parce que là, j'ai de la misère à me tenir debout, j'ai un problème de sciatique, mais je me disais, faut-il que ça soit absolument une question qu'on vous pose? Mais Mme Croteau, justement, a un peu répondu à ma question. Ça peut être aussi, j'espère, un commentaire qu'on fait sur le projet parce qu'elle a pris longtemps quand même pour vous répondre. Mais je ne prendrai pas autant de temps qu'elle. Les deux grandes questions, j'aimerais prendre des notes là, qui me viennent tout de suite à l'esprit, que des gens m'ont fait part maintenant. Puis je dois vous faire mention en passant que je n'ai pas eu de carton. C'est quelqu'un qui m'a montré son carton avec ça, sinon je ne l'aurais jamais su probablement. Tu sais. Bon, peut-être par Internet. Mais la première question, c'était combien coûte ce gros projet-là? Tu sais, ça ne dit pas que ce n'est pas intéressant, là. Mais ça, c'est en partant, on n'a pas eu de chiffres. C'est quelqu'un qui a des chiffres ici, qui les cache, je ne sais pas trop. Là. Ça coûte 12,4 millions. Oh, Et 2 millions par année. Et 2 2 millions par année en opération. Monsieur Libert, c'est bien ça? Oui, à peu près ça. En fait, c'est ce qu'on a. C'est une évaluation préliminaire qu'on a faite en 2023. C'est sûr que on a des consultants qui travaillent pour nous pour les plans et devis. Est-ce que ça va évoluer et est-ce que ça va exactement être 12,3? On ne peut pas vous l'affirmer aujourd'hui, mais c'est l'ordre de grandeur sur lequel on s'est basé l'année dernière. Mais comme on disait en début de présentation, actuellement, ça nous coûte 35 millions par année se débarrasser de nos matériaux parce qu'il faut les envoyer quelque part, il faut payer au poids ce dont on se débarrasse. Fait que ça nous coûte 35 millions pour s'en débarrasser, puis on en achète pour 15 millions de matériaux neufs. Donc, globalement, on dépense actuellement 50 millions par année pour gérer ce va-et-vient de matériaux-là. Exact. Oui, ça coûte 12,4 millions. Oui, ça va coûter 2 millions par année à opérer ce site-là. On va continuer à devoir envoyer des matériaux à l'extérieur parce qu'on a une capacité de 240 à 280 000 tonnes. On en génère à peu près 700 000. Donc, mais ultimement, c'est une économie qu'on estime à environ 5 millions par année, là, une fois qu'on va avoir payé le site, l'opération, puis qu'on va avoir réglé la circularité de nos matériaux. Là. OK, 12,4 millions au total, pas par année. Non, au total pour l'aménagement, la construction. L'autre question qui me vient, que les gens me parlent aussi, c'est beaucoup, tu sais, que j'écoutais des nouvelles encore à soir, on jongle beaucoup à la ville, tu sais, avec comme nos plaques, nos immatriculations, on fait payer encore plus cher. Non, c'est plus 105, 115 ans. Puis on parle même de nos taxes foncières. Ça, on n'en a pas parlé dans les nouvelles à soir. Mais voyez-vous ça? Moi, ce qui m'étonne des consultations, c'est qu'on nous consulte toujours pour avoir plus d'affaires. Mais finalement, on ne nous écoute jamais, puis ça me surprend. Je vous dis ça honnêtement. Votre deuxième question. Non, mais je vous dis que c'est un commentaire en plus. C'est que je me dis, je comprends maintenant pourquoi on a de l'air dans le champ comme ça, parce que vous saviez qu'au Québec, avant, on avait une office de planification, de développement. On n'en a plus.
Ça, peut-être, ce serait une bonne chose à penser, parce que je voulais faire un lien avec votre projet que je trouve pas mauvais non plus, avec le projet qui s'en vient fusée, là, qu'on veut faire avec les fermes des religieuses, là, Bédard, là, tu sais. Puis moi, j'avais un beau projet d'étang de pêche là, qui serait pas pire avec la CEPAC. Bon. Mais voyez-vous que je ne suis pas que je suis contre votre projet. Mais moi, ce qui me retient, moi, la grosse question que je m'en venais ici à ce soir, là, puis j'ai dit, je vais mettre peut-être Beauport sur la map ici, pour une fois pour toutes. Non, non, c'est que quand je vois ça, là, j'ai vu le titre de la consultation, une valorisation des déchets de la terre, de l'asphalte. Puis là, quand je vous vois aller, ce n'est pas qu'une question qu'on se pose, qu'on s'en va. Je me suis dit, vous savez quoi faire, bien faites-le. Des fois, tu aurais le goût de vous dire ça. Mais une place que vous avez un problème, puis c'est là que je vais vous aider, c'est au niveau des mots, tu as dit nid de poule, OK? Puis des routes, de la manière qui sont tapées. Puis quand je vois ça, je me suis dit, j'espère que quand on casse l'asphalte, d'ailleurs, on le fait déjà, parce que l'asphalte des résidences privées, on l'emmène, c'est pas Jean Talon, on doit déjà la recycler. J'aimerais ça que Québec, là, je ne comprends pas que M. Gosselin puisse ça t'asseoir, mais que on soit, moi j'ai dit, on devrait créer l'Institut international Sainte-Thérèse de Lisieux des nids de En poule. conclusion, M. Là, Fortin. on va être sans map. Non, non, parce que je me suis dit, on devrait faire la valorisation de nos rues. Okay? Puis quand je vois nordique, seigneurial, je vais vous rappeler que l'année passée, au début de l'année, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais à Charlesbourg, on a pavé tout en ribourassa. On va poser la Monsieur, question Alors, à j'aimerais ça Joanna. qu'on pense à nous cette année. mais Ce M. ne seront pas Fortin, les vous gens nous de ma demandez, paroisse que je ne presse pas pour ma paroisse, mais c'est un peu ça mon message. vous nous demandez d'économiser puis de moins taxer les citoyens avec ce projet-là. C'est un projet où on vient économiser. Oui, on met de l'argent, Ben, c'est mais ça. ultimement, l'objectif, c'est quand même un projet pour lequel on est certain de faire des économies parce que le 50 millions qu'on dépense actuellement, Ouais. ça n'empirera pas avec Non, ce non, c'est ça. projet-là, c'est Je suis clair. pas contre ça. Donc, Ça, c'est un je vous ai dit. projet qui va nous permettre de faire Mais diminuer l'impact qu'on a sur la gestion de nos matériaux m'a pour les terminé citoyens. en vous Il y a- disant, je suis bien d'accord avec tout ça, sauf que quand ça fait 3, 4, 5 ans, tu demandes, il y a des rues là, comme Nordique, je l'ai dit l'autre jour au conseil, je suis passé, vous là, on ne Parfait. comprend pas, ça rembellirait notre quartier. Juste 3, 4 petites rues des fois. Et crime, ça t'upgraderait le quartier scénario. Alors, les nids de poules vont être On remplis par veut le que ça soit compensage. ça sert. Merci, M. Fortin, de vous être déplacé ce soir. Alors, on prend une question en ligne, ensuite, passons à une question en salle, puis après ça, on poursuit en ligne. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Stéphane Aubert, rue de la Pénombre. Monsieur Omer. Aubert. Aubert. Oui, Aubert. Oui, allez-y. Donc, c'est ça, je vous trouve terriblement confiant là, sur la gestion des poussières, là, parce que dans notre secteur, depuis les 30 dernières années, un peu comme M. Dorval l'a dit, là, l'histoire là, sur le contrôle des poussières ne vous donne malheureusement pas raison. Là. Il y a beaucoup d'appréhension par rapport à cette capacité-là. Ça, je ne suis pas sûr que l'un d'entre vous pourrait conseiller à un des membres de votre famille d'acheter ou d'acquérir une maison à proximité. Là. Concernant les poussières, la gestion future, vous savez, vous l'avez nommé tout à l'heure, le CHU de Québec, la petite tache blanche qui est juste à côté, à gauche. Ça, moi, je suis gestionnaire au CHU de Québec. Donc, j'ai une préoccupation, c'est sûr. C'est le centre alimentaire qui distribue, c'est nos cuisines, c'est l'endroit où on fait la nourriture pour l'ensemble des employés et des patients pour les 5 grands établissements de soins de santé du CHU de Québec. C'est à cet endroit aussi qu'on encapsule des médicaments pour les patients. Donc, je vous dis, le contrôle des poussières va être terriblement important. Hein? Une rigueur exceptionnelle. Je suis quand même préoccupé aussi par le concassage de l'asphalte. Il y a eu une malheureuse expérience, là, la carrière, juste à côté, ont concassé de l'asphalte il y a environ 4-5 ans. Vous êtes au courant? Absolument. Oui, absolument. Ce qui a emmené effectivement là, des particules d'asphalte dans l'air à contaminer des dizaines de voitures et des réclamations ont eu lieu. Là. Donc, les particules d'asphalte ont fait fondre immédiatement le clear des voitures. Là. Et ça a été une triste expérience pour la carrière et pour les résidents du secteur du coin de la rue de la Pénombre. Là. Comment le concassage de l'asphalte à cet endroit-là va être différent au niveau du processus que celui qu'on a vécu de par la carrière, qui a fait en sorte qu'on avait des particules d'asphalte
qui ont vraiment abîmé nos voitures et de façon permanente. Oui, bah, je pourrais pas décrire exactement ce qu'a fait la carrière, mais en tout cas, nous, on a regardé pour le concasseur notamment des mesures spécifiques. Donc, d'abord, par exemple, une gaine sur le convoyeur pour diriger, en fait, quand il s'est cassé, là, les poussières seulement à un endroit. On est beaucoup plus efficace quand on concentre les poussières à un endroit et que justement, on met les mesures à cet endroit-là. Donc, c'est là où justement, j'avais parlé des histoires de perches. Ben, on va avoir des perches qui vont être installées. Donc, c'est dur pour moi de comparer avec ce qui a été fait avec la carrière parce que je ne sais pas qu'est-ce Ben, qu'ils ont fait. ça serait quand même un sujet à s'intéresser, là. Est-ce qu'il y avait eu un traitement thermique après à la carrière? Parce que nous, ça reste sec, là. Ouais. C'est-à-dire que C'était sec, le matériau était sec lors du concassage, là. Mais c'est vraiment le vent, tu sais, les particules là, qui ont vraiment. On ne le voyait pas. C'était un non perceptible. Mais aussitôt qu'on touchait à notre voiture, là, c'était rugueux comme du papier sablé, les fenêtres. Donc, c'était vraiment dans des particules fines d'asphalte, mais ça a été transporté par le vent. Donc, tu sais, moi, concassage du béton, on est habitué, là, rue de la Pénombre, là, sur les patios, là, il y a toujours une couche de pierre sur nos patios, là, sur nos autos. Mais l'asphalte, ça, c'est un élément qui est vraiment très préoccupant, là, parce que c'est du pétrole. on va s'assurer de communiquer avec la carrière pour valider le processus qu'ils ont utilisé, puis vous pouvez être assuré qu'on ne reproduira pas la même Ah, mais erreur. eux autres même ne l'ont pas reproduit. Ils ont arrêté immédiatement. Et si le risque est important, on ne le fera pas. On ne prendra pas le risque de générer une Non, nuisance ça, comme c'est sûr. celle-ci. Donc, s'il faut qu'on ségrègue l'asphalte pour éviter cette situation-là et qu'on aille le disposer tout simplement ailleurs. Pourquoi le projet ne s'est pas fait sur Jean Talon, tu sais, où il y a beaucoup moins de maisons, où il y a un arc giratoire qui est vraiment très industriel, puis au dépôt des matériaux sèches à Jean Talon, où il n'y a pas de résidence. À Jean Talon, il n'y a pas de résidence? On a regardé ce secteur-là, vraiment, on a regardé beaucoup de sites, mais il n'y avait pas de site assez grand, puis il y a déjà des activités que la ville exerce, dont elle a besoin, et on ne peut pas justement s'en séparer. Là, le fait de, par exemple, on a dû fermer un dépôt à neige pour ouvrir notre site. Donc, ça montre aussi qu'on a très peu de choix sur le territoire de la ville de Québec. Puis on l'a vu que c'est important d'avoir une solution locale. Je vous aussi dit, là, pour le concassage, on va s'adapter en fonction du temps. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on voit qu'on a des grands vents qui arrivent, ben, on ne fera pas de concassage dans cette période-là. Donc, ça aussi, c'est un protocole qu'on va mettre en place pour avoir justement nos activités à un bon moment, que ce soit un bon moment pour vous, mais aussi au niveau de la météo. Donc, si le vent est un propagateur de poussière, ben, aidons-nous justement avec des périodes où il pleut, où justement il y a moins de vent, etc. Pour la question de l'asphalte, soyez assurés que c'est une préoccupation qu'on va considérer avec la plus haute importance. Et en concernant les activités de concassage de façon générale, contrairement à une entreprise qui vit de cette activité-là, nous, on a la possibilité de ne pas le faire n'importe quand et de le faire durant une période relativement réduite. Donc, on est capable de choisir sans que ça impacte nos activités quand est-ce qu'on le fait. Je comprends que ça peut se faire juste sur 10 jours par année, là, mais la carrière l'ont fait sur une demi-journée. Ça a été une catastrophe majeure. Fait que donc, à valider. Merci pour ce commentaire. Regardez ça. Puis pour le CHU de Québec, est-ce qu'il y a eu des ponts? Est-ce qu'il y a eu des préoccupations par rapport aux activités quand même cliniques, l'alimentation, les poussières, Tout à fait, les ça a contaminants? été pris en compte. Ça a été pris en Ça a compte. été validé. Ben, justement, par exemple, j'ai pas de plan à vous montrer, mais l'enclos qu'on construit, la direction, c'est vraiment vis-à-vis
de mettre une séparation dans nos activités de concassage qu'on veut mettre le plus loin possible. Et l'enclos, en fait, fait une séparation entre eux. C'est sûr que c'est pas... C'est vraiment à côté, cette petite tache blanche qui est. Oui, oui, tout à fait. Mais Tantôt, quand vous parliez par rapport au bruit, le fait d'être à côté du CHU augmente notamment, tu sais, quand on fait la demande au ministère de l'Environnement sur les décibels et tout ça, donc la préoccupation du CHU est prise en considération dans la demande là, du certificat d'autorisation là, au ministère de l'Environnement. C'est ça. Mais il n'y a pas de patient là à cet endroit-là. Non, non. Là, tu sais, mais Mais c'est des on activités s'entend. importantes, on le conçoit très bien. Merci, M. Aubert, là, pour votre question, votre commentaire. Monsieur Alexandre, en ligne, là, votre question, on répondra sur les pistes cyclables, on répondra là, par la suite, on enverra votre question à l'équipe projet. Là. C'est une question qui est beaucoup trop pointue là, pour l'équipe ce soir. On n'a pas les personnes pour y répondre. Ensuite de ça, j'ai M. Bolduc qui est en ligne. Alors, oui, M. Bolduc, on vous entend. M. Bolduc, juste réactiver votre son. Oui, mais je n'ai pas de questions. Je suis en ligne, mais je n'ai pas de questions. Sauf peut-être un commentaire à l'effet que moi, je demeure sur Bertrand. À l'est de Bertrand, il y a déjà eu un site d'enfouissement dans les années 80. Et à cet effet, il y a jamais été. J'ai fait plusieurs plaintes à la ville à l'effet que pourquoi ils ne prolongent pas l'Oil Welsh jusqu'à Armand-Paris. Et on me disait que c'était impossible à cause des sols contaminés. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que ça va être pris en compte aussi? Parce qu'il y a des tuyaux qui émanent des gaz, supposément. Et ça peut avoir un impact aussi, parce que donc, tantôt que M. Mélenchon disait pourquoi ils ne font pas la prolongation, bien, c'est impossible, supposément par la Ville. Merci. Merci, M. Bolduc. On peut on va faire les vérifications dans un premier temps avec notre service du transport et de la mobilité, mais on va aussi faire cette validation-là en lien avec le réseau de captage des biogaz qu'il peut y avoir sur l'ancien site d'enfouissement. Effectivement, ça peut être un facteur limitant. De notre côté, on va faire cette validation-là. Parce que même après la fermeture des sites d'enfouissement, les biogaz sont générés pendant plusieurs années. On parlait même jusqu'à 50 ans de libération de biogaz là, suite à la fermeture d'une cellule, d'un lieu d'enfouissement. Donc, ça peut être encore, même si on ne le perçoit pas, puis qu'il reste encore des pipes qui sont visibles, mais ces secteurs-là, pendant plusieurs années, on doit s'assurer de traiter les gaz. Parce que déjà, Bertrand-Sud est une desserte de Raymond. Sur l'heure de pointe, dépassé quelques heures. Vous allez voir que Bertrand-Sud, donc il y a énormément de circulation. Et si en plus les camions, parce qu'en principe, c'est une zone de 30, c'est des camions qui sont interdits et régulièrement passent des camions dans notre rue. Régulièrement, les gens circulent à plus de 60-70 km/h dans notre rue. Fait que venez voir, je vous encouragerais, monsieur, là, je ne sais pas votre nom, là, monsieur Alibert, je crois, là. Oui. Donc, peut-être venez voir comment ça se passe dans rue Bertrand-Sud. C'est assez surprenant. Merci, M. Bolduc. C'est Merci. apprécié. Alors, on poursuit avec deux personnes en salle. Oui, alors, bonjour, je suis Simon Jourdain. Je suis le propriétaire du groupe SA, donc les deux immeubles qui sont aux côtés du CHU. Ma première question, bon, on y a répondu. Vous avez-vous regardé l'opportunité peut-être d'ouvrir le boulevard Welsh, Armand-Paris jusqu'à Welsh? Je pense que juste avec ça, ça réglerait beaucoup de problèmes ici avec les gens qui ont mis côté circulation. Mais ma plus grosse inquiétude, c'est que j'ai aussi une succursale sur Jean Talon. Et moi, ça fait 35 ans que je suis en affaires cette année. Ça va faire depuis 2003 que je suis sur Jean Talon. On cohabite avec la Ville de Québec, en face avec les sites de révalisation des boues usés et tout ça. Puis malheureusement, la Ville ne nous a pas démontré, nous autres, jusqu'à date, que la gestion de la poussière, c'est votre point fort. C'est vraiment là, insoutenable. Le problème, ce n'est pas d'arroser sur le site. Nos voisins, ils se comportent en très bons contribuables, ils arrosent le site, ils étaient la poussière. Puis vous l'avez le problème sur l'avenue Larue. Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne de vous autres qui le voit, là. Mais quand vos camions roulent, ils sortent de vos sites mouillés, puis ils embarquent sur la voie publique comme sur l'avenue Larue. Puis ça va être le cas sur Marius Fortier, Armand-Paris. Ces camions-là là, sont toujours pleins de vases.
Fait que oui, ils ne font pas de poussière, mais quand ça arrive dans le chemin, l'eau vaseuse tombe dans le chemin, puis c'est par la suite que cette eau-là sèche et la poussière, à ce moment-là, lève dans les airs. Puis l'avenue La Rue, là, moi, je fais de la moto. Je vous dis, s'il pleut, là, le lendemain, je ne peux pas prendre ma moto pour venir sur Marius Fortier. Là. Puis même mon camion, vous savez, Groupe S, on est des frotteux, là. C'est de la vase que j'amène chez nous à Bois-Châtel sur mon véhicule parce que je pars juste sur l'avenue La Rue. À tel point que je ne prends même pas l'avenue La Rue les lendemains de pluie. Je descends Raymond puis je prends l'autoroute. Fait que c'est ça le problème. Fait que moi, ma question, c'est jusqu'à où vont vos compétences dans la gestion de la poussière en-delà des sites? Parce que votre site, là, il est fantastique. Je ne m'y opposerai jamais. C'est fantastique. Je suis dans l'environnement. J'adore l'environnement. C'est parfait. Mais là, quand j'ai vu ça, le Marius Fortier, j'ai dit, ça y est, ça va faire comme Jean Talon. Je vais changer mes filtreurs à l'air dans mon immeuble 2 fois par semaine. Parce que Marius Fortier, les camions vont nous lever la poussière, puis là, le CHU, ça va être pareil, ça va contaminer les filtres. Mais Armand Paris, là, ça va être l'enfer, la poussière qu'il va avoir là. Puis vous êtes conseillère en environnement, puis on a le monsieur si prévention et qualité du milieu. Je ne peux pas croire. Vous montrer l'exemple. Le site Éco-Centre sur le Bois-Raymond, là, les gens, oui, les citoyens rentrent par le Bois-Raymond, c'est asphalté. Mais quand les porte-conteneurs sortent sur Armand Paris, là, la cour est dans la vase. Vous vasez complètement Armand Paris jusqu'à quasiment Danac. Fait que là, la poussière, ça lève, on vase tout. C'est là le problème. C'est la gestion de l'environnement autour. Puis c'est ce que les gens ici se plaignent, puis ils ont raison de se plaindre. Vos sites sont parfaits. Au-delà de vos sites, qu'est-ce que vous allez faire pour assurer ça? Parce qu'on a beau faire des plaintes, j'en ai fait des plaintes à Jean Talon à côté, là, à tel point qu'il n'écoutait plus mes plaintes parce que la poussière, ça levait. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Mettons comme nous ici, Marius Fortier, nous autres, Groupe S, on a 2 immeubles là. Si j'appelle, allez-vous dire, regardez, vous habitez aux côtés d'un site de revalorisation de poussière, puis endurez ça. Est-ce qu'on vous allez mettre en place des personnes avec qui on va pouvoir interagir personnellement, puis dire, regardez, viens voir, ça n'a pas d'allure, faites quoi là? Mes 2 questions, c'est ça. Merci pour votre question. Oui, merci beaucoup. Puis, je pourrais déjà commencer en fait avec le système de lavage de roues. Puis effectivement, c'est des très bons points que vous avez amenés. On a fait des projets pilotes par rapport à ça pour justement regarder ce qu'on prévoit en fait, un ajout en fait à ce le lavage de roues. C'est effectivement, faut que ce soit propre derrière, parce que ça sert à rien de laver nos roues si derrière c'est sale. Donc, le plus gros, c'est on a de l'eau qui est sur les roues des camions, ça sort, là, ça va mouiller à l'extérieur. Donc là, on va avoir un égouttoir qui va récupérer justement l'excédent d'eau et va la remettre dans le système. L'eau est circulée en circuit fermé, donc on ne gaspille pas d'eau. Ensuite de ça, quand même, c'est une mesure qu'on a ajoutée, mais l'entièreté de notre site est asphaltée. Donc, c'est sûr que ça va arriver quand même que les camions déchargent, il y a un peu de terre sur la route, là, ils vont rouler dans la terre, donc ils vont avoir de la poussière. On va être équipé sur le site pour être indépendant, pour éviter en fait d'avoir besoin d'un balai de rue qui est plutôt utile pour nettoyer nos rues. Donc, d'équiper en fait notre chargeur d'un balai pour nettoyer au fur et à mesure nos routes pour que justement, limite, quand il passe dans le lavage de roues, les roues sont normalement très propres. L'idée, c'est que quand il sort du site, justement, les roues ne portent pas de boue parce que vous l'avez bien dit, c'est une problématique. Si on transporte de la boue, à un moment donné, la boue sèche, après ça, la poussière soulève. Donc ça vient répondre à ça. Moi, je peux surtout contrôler ce qui vient du site. Ce soir, moi, je peux pas effectivement m'avancer pour les autres sites. Par contre, c'était une question qu'on voulait, c'est quels moyens on peut mettre en place pour que vous puissiez communiquer avec nous directement. Nous, sur le site, il y aura en permanence un conseiller en environnement, un technicien en environnement, un contremaître, 5 opérateurs. Donc, c'est justement de pouvoir avoir accès. Le bâtiment, le stationnement est ouvert. Il y aura un accès à la partie administrative. Donc, c'est pas un site qui sera, je veux dire, la partie centre, oui, mais la partie administration sera accessible aussi si justement arrive cette situation-là. Mais si par exemple vous dites, on a besoin d'un numéro sur lequel on peut vous appeler pour ce genre de problématique, comme ça, ils vont intervenir sur place. Là, il y aura des personnes sur place qui vont tout de suite pouvoir voir le problème, puis ils vont pouvoir prendre les mesures. Là, c'est important pour nous. Donc, effectivement, on y a réfléchi.
On veut pas en fait que les véhicules sortent du centre comme si c'était un chantier de construction qui n'a pas la capacité, par manque d'espace, de mettre en place ces mesures-là. Donc, on a vraiment la volonté de faire le maximum pour éviter ce que vous nous avez expliqué là. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ça tourne beaucoup avec les poussières. Alors, il est 20h32. On prendrait une autre intervention. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonjour, Jules Bourque, je demeure sur la rue Fleurimont. Oui, c'est ça. Moi, ce projet-là, là, on dirait que ça a tombé du ciel. Je n'ai pas entendu parler de ça pendant tout. Hein. À un moment donné, je disais, mon téléphone, Google, je ne sais pas trop quoi les nouvelles. Ben, parce qu'il y avait un projet de seuil des sols contaminés. Qu'est-ce qui m'a fait allumer, là? C'est qu'à un moment donné, il y a eu un communiqué, comme de quoi on ne s'attend pas d'avoir trop d'opposition des citoyens du nord de Beauport. Oh, là, ça m'a fait allumer. Là. C'est certain qu'il n'y aura pas d'opposition, c'est le secteur nord. C'est industriel, un peu de résidentiel. Fait que là, il n'y a pas d'opposition. Si ça serait à Sainte-Foy, je pense qu'il y aurait le triple de monde ici. Là. Ça, c'est sûr. Fait que, puis en parlant des vents, tantôt, de monsieur, là, les vents, là, il ne reste pas loin de l'eau. Non. Les vents dominants, ça vient de l'est ou de l'ouest. Fait que toutes les émissions de poussière, là, c'est sûr qu'il va en avoir. Vous ne pouvez pas contrôler ça de A à Z. C'est impossible. Donc, peut-être que l'étude, c'est plus là, au niveau du contrôle des poussières là, Ouais. du site. Là. Puis pour les émissions des GES, là, on devrait commencer par la ville. Là. De se promener avec des trucks vides l'hiver, qui a le souffleur sur un ardeur. Là. On devrait commencer par là. Merci pour votre commentaire. Merci. Bonsoir. Hélène Fournier, rue Gabriel Danville. Bonsoir, Pas Madame loin, Fournier. pas loin d'Armand-Paris. Donc, tout le monde parle d'Armand-Paris, boulevard Raymond. Les maisons sont très, très proches d'Armand-Paris. Je me demande la circulation des camions, si ça passe par boulevard Raymond puis Armand-Paris pour aller prendre la capitale, ça va vraiment être beau, là, parce on a déjà l'éco-centre qui est de l'autre côté, qui fait déjà beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de plaintes là-dessus. Même avec la végétation que vous avez faite, ça n'a pas atténué, parce que même le petit parc Armand-Paris, il n'est pas entretenu. Et toute la végétation meurt, puis personne ne vient la ramasser, sauf les enfants qui font des cabanes. Là. Mais c'est ma préoccupation pour mon secteur. Merci. Merci, Mme Fournier. Sur la circulation, M. Albert? Pour le volet circulation sur Armand-Paris? Eh bien, c'est sûr que c'est l'axe routier qui est privilégié jusqu'à maintenant. C'est certain qu'on évite au maximum les secteurs les plus résidentiels à cet endroit-là. C'est certain que à l'intersection du boulevard Raymond et d'Armand-Paris, il y aura effectivement de la circulation. Il y a beaucoup de circulation. Puis les maisons sont pas loin. On a même des condos qui sont pas santé, qui vont la recyclable. Oui. Avec les paquets de camions, là, ça ne fait pas. On va consulter notre service du transport et de la mobilité là, qui s'occupe de toutes les études de circulation pour s'assurer que tout va être mis en place ou tout est adapté pour permettre cette circulation-là. On se rappelle quand même qu'il y avait un dépôt à neige à cet endroit-là et que ça va permettre de réduire une partie de la circulation qui venait en lien avec les activités du dépôt à neige. Mais effectivement, il y aura quand même de la circulation. Est-ce qu'on a le chiffre du nombre de véhicules moyens? Ben, en moyenne, à peu près 6 mois par année, on devrait avoir 50 camions, c'est à peu près 6 camions à l'heure qui devraient aller sur le site. C'est sûr qu'on a aussi des périodes de plus fort achalandage. Donc là, ça va presque doubler. C'est à peu près 14 camions à l'heure qui devraient arriver dans ce secteur-là. Parfait. Puis pour le parc là, qui n'est pas entretenu, là, Armand-Paris, là, je ne sais pas si vous avez déjà fait un mot ou 311 pour leur dire l'entretien. C'est plusieurs fois. Je vais m'assurer de faire le suivi dès demain pour le parc. Oui. Ils ne sont pas. Ça doit faire 3-4 ans qu'ils sont tombés. Là.
On va faire Madame Massé, on va faire le suivi là, pour le parc Armand Paris. Juste en comparaison avec un dépôt à neige, 14 camions à l'heure, c'est quand même relativement faible si on compare ces deux activités-là, bien sûr. Parfait. Alors, 8 heures, je prendrais s'il y a des points qui n'auraient pas été abordés, là, parce que là, vous étiez là, vous attendiez. S'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, je proposerais un deuxième droit de parole. Là, je vois qu'il y a 2 personnes qui veulent lever la main, mais si ça n'a pas été abordé, c'est correct. Sinon, Sinon, oui. Ben oui. Oui, mais c'est dur. On parlait depuis tout à l'heure de la gestion de la poussière. On parlait aussi de la gestion du bruit. Monsieur Alibert disait qu'il y avait des normes à respecter et tout ça. Pour être résident du secteur où il y a beaucoup d'activités depuis longtemps, une chose que je voudrais apporter à votre attention, c'est que ce n'est pas nécessairement l'intensité du bruit qui est incommodante. On entend des signaux de recul de camions de 7 heures le matin à 5 heures le soir pendant la semaine longue. C'est pas fort, c'est pas à 100 décibels, mais c'est un signal répétitif tout le temps. Assis dehors, c'est invivable. Donc, ce n'est pas juste le volume. Si vous regardez juste le volume, là, vous allez être parfait, mais vous allez cochonner l'environnement des gens, par exemple. Aussi, on entend d'une cinquantaine une dizaine de camions par jour, mettons, là. Mais ça, c'est le matériel qui rentre. Mais le matériel va aussi sortir, je ne me trompe pas. Avec les mêmes camions. On souhaite évidemment que les camions pleins arrivent et repartent pleins également pour faire du double transport finalement. OK. Et par rapport à un dépôt à neige, les activités vont se faire durant les heures normales de jour, pendant une période où le bruit ambiant est quand même plus élevé. Donc, contrairement à une activité d'un dépôt à neige qui se fait en dehors des heures où le bruit ambiant est plus faible. Et c'est vrai qu'une alarme de recul peut se distinguer beaucoup plus facilement durant cette période-là. On ne sera pas, sauf exception, urgence, un bris d'aqueduc qui pourrait arriver la fin de semaine, mais en temps normal, il n'y aura pas d'activité la fin de semaine ni les soirs. Juste pour encadrer, là, quand je parle de l'expérience du dépôt à neige, Oui. c'est l'expérience de l'aménagement du dépôt à neige qui se fait depuis 2012, qui n'est pas fini encore. Vous le disiez tout à l'heure qu'il y a du matériel à rentrer jusqu'en 2026 encore. Alors, on parle du dépôt à neige, mais c'est des activités à l'année, la neige l'hiver, puis là, ils ont commencé le camionnage. On le souhaite que ça se termine le plus rapidement possible au dépôt Raymond aussi pour être capable de le végétaliser puis que vous puissiez en bénéficier. Parfait. Fait que rapidement, M. Fortin, parce que j'ai déjà deux autres personnes qui attendent en ligne là, pour une question. J'ai toujours des très bonnes questions. J'en ai une qui va vous surprendre. Premièrement, je me dis, avant qu'on arrive avec un nouveau centre de même, l'historique, je veux dire, on triait déjà des affaires d'avant. On cherchait mais ça qu'on nous la donne. Si on n'a pas eu de documentation, on a oublié le papier un peu. OK, la première chose que je l'ai amené, c'est un point qui n'a pas été amené, l'historique de ça. Puis, il y a une autre affaire, j'aimerais vous demander que quand je vois, tu sais, tout à l'heure, le monsieur parlait de Jean Talon, je pense qu'on en récupère déjà de l'asphalte. Puis, tu sais, j'en parlais, mais là, il y a une chose que j'aimerais qu'on change de la pratique à la ville, c'est-tu possible dans le futur? C'est que j'ai jamais vu ça. Peut-être ça se fait ailleurs, peut-être, là. Des trottoirs avec de l'asphalte dedans. Là. Tu sais, je me suis dit, après ça, on veut se faire enregistrer comme ville du patrimoine mondial. Restez dans le Ça, j'ai sujet, bien de la M. misère. Fortin, Il faudrait venir tu sais, au bon vieux conseil. Peut-être une bonne affaire qui fait votre affaire, parce que là, on va avoir des vrais trottoirs en vrai asphalte. Je ne sais pas, là. Mais on est en train de tout défier les normes. Là. En tout cas, dernière affaire, j'aimerais savoir aussi s'il va y avoir une relation avec ce fameux centre-là qu'on veut ouvrir avec l'éco-centre, parce qu'il y a des matières déjà qui sont récupérées, là, comment tu appelles ça, la ressourcerie, là. Y a-t-il des matières qui pourraient se ramasser là éventuellement? Ben, c'est bon de la question qu'elle a posée avant. Hein? C'est ça. Bon, Fait que OK. deux questions. Sur l'historique du traitement, M. Fortin, je pense qu'au début, Johanna, elle explique un peu qu'est-ce qu'on faisait avant d'utiliser le futur centre. Là. Je pense que ça avait été sur la présentation. Oui, Puis, si je peux amener en complément, c'est que il y a quand même une réglementation assez stricte au niveau de la valorisation des matériaux, au niveau environnement. Je veux dire, c'est pour notre bien, là, c'est pour protéger justement l'environnement et nos citoyens. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça prend un site adapté, ça prend une autorisation, vraiment beaucoup d'études qu'on doit déposer. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vraiment fait avant. À un moment donné aussi, les coûts n'arrêtent pas d'augmenter. On se retrouve avec un budget énorme pour justement gérer nos matériaux. Donc, c'est là où cette solution devient économique pour nous et présente aussi un avantage.
Donc, ça, c'était pour répondre à la première. La deuxième. L'éco-centre, c'était sur l'éco-centre. Ben, ben, ça, je pourrais pas répondre, mais on a regardé en fait ce que généraient les éco-centres. Puis, nous, notre objectif, c'est vraiment de le valoriser, que ça respecte nos exigences. Donc, il y a des normes au niveau du Bureau de normalisation du Québec pour valoriser un type de matériau. Puis, ce qui vient des éco-centres, c'est trop disparate, il y a trop d'hétérogénéité et c'est beaucoup plus difficile pour le valoriser. Donc, je dis pas dans un deuxième temps, c'est effectivement une bonne idée. On regarde beaucoup pour valoriser ce qui sont générés par les éco-centres, mais c'est pas ça qu'on va recevoir sur notre site. C'est vraiment tout ce qui provient des excavations de nos opérations. Mais je précise bien, là, on parle de matériel du type terre, gravier ou de ce genre-là, hein. On parle de rien d'autre qui Oui. viendrait des éco-centres, hein. Pourquoi les trottoirs en asphalte? OK. J'ai pas la... J'ai pas de Parfait. réponse à ça. Merci. Alors, pour vos deux questions, c'est parfait. On a Madame Croteau en ligne, ensuite M. Aubert et M. Ouraou. Alors, Madame Croteau, on vous écoute en deuxième droit de parole. Oui, donc, dans le fond, c'est concernant là, vos deux questions à la fin que vous posiez là, pour la suite des choses, là, comment on souhaite être informé et tout. Moi, je prendrais ça comme en deux volets. Je trouve que la ville gagnerait à être plus transparente dans le sens que, tu sais, oui, vous nous rencontrez ce soir, mais honnêtement, j'habite dans le quartier qui est juste à côté, puis à un moment donné, je suis tombée par hasard sur un article de journal qui parlait de ce projet-là. Puis, je suis allée récemment sur le site de la ville, j'ai vu qu'il y avait une consultation. L'objet de la consultation, honnêtement, quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi ce projet-là, qui ne clique pas dessus, ne peut même pas savoir que c'est dans son quartier. Tu sais, pourquoi ne pas le mettre plus clair? Peut-être, exemple, mettre entre parenthèses ancien dépôt à neige de la Sérénité pour que, tu sais, pour que les gens aient puissent savoir de quoi il est question. Bon. Sinon, justement, par rapport au fait que je pense que les gens ne sont pas nécessairement tant au courant de ça, de ce gros projet-là, moi, j'aurais une proposition à faire, c'est-à-dire quand il y a des séances d'information, que les citoyens qui se trouvent en périphérie du site soient informés par le biais de dépliants qui seraient déposés à leur porte pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur quartier. Je vais donner un exemple. Toutes les maisons situées dans un périmètre de 750 mètres de ce projet-là reçoivent un dépliant avec une convocation, puis les informations qui vont être données cette journée-là. Puis sinon, concernant les gens peut-être qui souhaitent être systématiquement informés, ben, qu'on puisse laisser notre adresse courriel à quelque part, puis que vous puissiez, aussitôt qu'il y a un événement relativement à ce sujet-là, qu'on soit informé automatiquement. Oui, ben, en fait, vous avez trois bons points, Madame Croteau. D'abord, au niveau de la transparence, comme je le mentionnais, d'ailleurs, on vous a bien mentionné là, les moyens qu'on a utilisés là, pour inviter les citoyens. Enfin, on les a tous utilisés. Il manquait juste l'article dans le journal papier, mais là, on était à court de temps. Notre distribution a été quand même dans une zone élargie. On est un petit peu plus restrictif d'habitude pour notre distribution porte-à-porte. Hein. Ça coûte quand même très cher une distribution porte-à-porte. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui passe. Alors, le coût de la main-d'œuvre est assez élevé là, dans ces contrats-là. Et pour ce projet-ci, en accord avec l'équipe ici, on a décidé d'élargir la zone de distribution. Alors, on arrive à plus de 2000 portes. Alors, c'est quand même une bonne distribution. Concernant là, la périphérie, j'aimerais être plus au courant. Moi, je vous invite à aller vous abonner sur le site de votre arrondissement. Il y a une possibilité de vous abonner aux infolettres, mais aussi à tout ce qui se passe au niveau de l'arrondissement. On a une conseillère en com là, qui est vraiment très efficace là-dessus. Et là, vous pourrez décider de choisir ce que vous voulez comme information. Si c'est les loisirs, bien, ça pourrait juste être les loisirs, l'environnement et tout ça. Et vous allez recevoir sur votre courriel perso chaque communiqué ou chaque nouvelle
d'arrondissement. Et comme ça, on peut rejoindre plusieurs milliers de personnes facilement puisque les gens s'abonnent. Et là, vous allez pouvoir avoir l'information sur le projet ce soir, mais aussi sur d'autres. Alors ça, je vous invite à le faire. Puis plus dans votre quartier aussi, il y a 2 quartiers, conseils de quartier. Puis là, je dis peut-être plus pour les gens de Chute-Montmorency qui ont un conseil de quartier. On aussi s'intéresse de Lisieux. Vous avez une liste d'abonnés. Et là, quand il y a des sujets qui touchent précisément votre conseil de quartier, alors c'est un autre moyen de recevoir des nouvelles. Alors, je vous invite à les utiliser. Alors, ben, merci beaucoup, Mme Croteau. On sera un petit peu plus encore, on continuera d'être vigilants là, pour bien informer les citoyens. Merci. Parce que dans le contexte de ce projet-là, si on avait envoyé tu sais, les avis porte-en-porte seulement aux zones adjacentes, c'est-à-dire aux zones qui touchent le projet, on n'en aurait envoyé pratiquement pas parce que c'est découpé par petites zones. On a demandé justement d'élargir pour s'assurer de rejoindre le plus de monde possible. Mais dans une consultation publique, normalement, ce sont les zones qui touchent directement. Puis là, on a demandé à l'interaction citoyenne d'élargir le périmètre là, pour s'assurer de convoquer le plus de monde possible. Donc, comme Anne le disait, là, c'est plus de 2000 avis porte-en-porte. Mais tu sais, quand on reçoit des publics-sacs et toutes sortes de paperasses, souvent, ça peut passer inaperçu parce que ce sont des petits feuillets là, qui sont glissés à travers d'autres publicités. Donc, il faut demeurer vigilant à ce genre de communication-là. Mais l'idée de s'abonner à l'infolette, là, c'est une excellente idée pour être sûr d'avoir toutes les informations pour la suite. Alors, merci, Mme Croteau. Ça va peut-être inviter les autres citoyens qui nous écoutent à faire de même. Alors, on vous invite à rester branchés. Alors, M. Aubert et ensuite M. Ouraou. Allez-y. Toujours sur la rue de la Pénombre. Oui, vous n'avez pas déménagé. J'ai déménagé depuis tantôt. Là. Donc, c'est ça, observation pour M. Dorval. En fait, suite à ses derniers commentaires, tu sais, moi, je suis moins touché par le bruit. Tu sais, étant sur la Pénombre, on entendait des portes battantes. Là. Tu sais, le projet actuel qu'on a, c'est le dépôt à neige l'hiver. Les fenêtres, les portes sont fermées. Ce projet-là, c'est l'été. Fait que les pipipes, là, vous allez les entendre pas mal plus fort, pas mal plus souvent. Mais ça reste que le dépôt à neige, les activités, c'est l'hiver, quand les fenêtres et les portes sont fermées. Et même l'été, le dépôt à neige. Monsieur, votre question pour l'équipe. Donc, c'est ça. Ouais. Il n'y aura pas de mesure de mitigation possible pour le son parce que c'est des mesures de sécurité là, au niveau du camionnage. C'est impossible de penser restreindre le son. Est-ce que vous incluez aussi les alarmes de recul à large bande? C'est En fait, une caractéristique oui, technique alors, que je ne connais pas. Là. je m'explique. Justement, c'est une problématique assez généralisée sur tous les chantiers. Puis, à la ville, là, par exemple, nous, dès qu'on lance un projet, maintenant, on demande à ce que les machineries soient équipées d'une alarme de recul à large bande, puis ça fait psh, 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 au lieu de faire bip, bip, bip. Ah. Donc, toutes nos machineries elles vont être équipées justement d'une alarme de recul à large bande. Ensuite de ça, j'en ai pas forcément, je vais peut-être revenir sur le plan d'aménagement, mais on a une zone de circulation à sens unique. Donc, ça va éviter en fait d'avoir trop de manœuvrage par nos camions. Pas de recul. C'est ça, pas de recul, effectivement. Pour éviter le plus possible, là, on ne peut pas vous garantir qu'il n'y en aura pas, évidemment, mais on essaye de penser ça pour que ça tourne. Nos camions-villes, je pense qu'ils sont de plus en plus équipés avec cette alarme-là aussi. Ils seront tous équipés d'alarmes de recul à large bande, oui, s'ils ne le sont pas déjà. Puis, c'est une exigence dans nos contrats maintenant, même au service d'ingénierie. Donc, nos sous-traitants aussi ont l'obligation d'être équipés de ces équipements. Merci, M. Aubert. On a pu entendre Johanna faire le son. Alors là, c'est clair. C'est très clair. Alors, il nous resterait M. Ouraou, puis on va terminer rapidement avec vous après. Alors, M. Ouraou, on vous entend, votre micro est ouvert. Oui, rebonsoir. Moi, je tiens à vous informer que j'ai eu l'information à 2 reprises, le pamphlet collé à ma porte, et je vous en remercie quand même, il faut en témoigner. Je tenais quand même à vous le dire. Ceci étant, je souhaite, si on va de l'avant, que effectivement les mesures d'atténuation dont on a parlé aujourd'hui soient le plus rigoureuses possible et que au moins ça ne vienne pas augmenter le taux de poussière qu'on a déjà, parce qu'on en a. Ceci étant, je suis rassuré quand on me dit qu'il n'y aura pas de camion poids lourd en lien avec ce site,
qui va passer par Louis XIV, c'est ça que je comprends. Ceci étant, je souhaiterais quand même faire la demande, il a été fait quelque part, de voir la possibilité d'éliminer, voire au moins réduire les poids lourds sur Louis XIV, définitivement. Au moins d'associer un peu comment dirais-je, ce gain-là et s'assurer que ça permette de réduire ou du moins stabiliser la poussière parce que c'est un sérieux problème. Merci. Merci pour votre commentaire, puis aussi d'insister pour le caménage sur Louis XIV. Là, ça a été pris en note. Merci beaucoup. Alors, dernier intervenant, bonsoir. Très rapidement, encore Simon Jourdain, Groupe SA. Le site, en ce moment, vous savez, qui est extrêmement contaminé. J'ai fait des tests de sol, moi, personnellement, parce que on voulait acheter le site dans le passé. Que comptez-vous faire de cette matière-là? Et combien de temps vous pensez en avoir pour décontaminer le site avant de réaliser votre projet? Merci pour votre question. Alors, en fait, faut savoir que le dépôt à neige, c'est une activité qui est justement une source de contamination. Donc, quand on cesse ces activités, on a des obligations légales. Donc, nous, quand on l'a fermé, quand il a été fermé en septembre 2023, il y a des études qui ont été faites. On a fait une étude historique. 2022. On l'a fermé en 2023, on a fait les études avant, puis on avait de la contamination, mais pas tant que ça. Donc le site est déjà réhabilité, on a déjà fait les travaux en décembre dernier. Donc là, le site est maintenant conforme pour nos activités. Nous, on voulait acheter le parti du terrain, puis on devait sortir au-dessus de pratiquement 11 000. C'était 11 000 camions d'ozo qu'il fallait sortir du site parce qu'il était tellement contaminé que personne ne voulait avoir le site, notre matière qui était sur ce terrain-là. Parce que dans le passé, les travaux publics ont utilisé ce site-là pour justement enfouir de l'asphalte. On a découvert de l'asphalte enfoui sur ce site-là et tout ça. C'est juste pour ça que je me posais la question, parce que de sortir ça de là, nous, on avait estimé, Groupe SA, on en avait pour 1 an et demi à sortir le stock. C'était pour quel usage que vous vouliez? Bâtir un immeuble. C'est ça, c'est parce que ça dépend. Je vais laisser Joanna répondre, C'est mais un ça immeuble dépend de l'usage résidentiel. qu'on veut en faire après. Si on veut faire du résidentiel, la décontamination qui est nécessaire est beaucoup plus importante que pour en refaire un autre usage de type industriel, peut-être. Oui, Mme Asselin. Les normes sont moins exigeantes à ce Parce que moment-là. quand on veut construire de l'habitation, les normes du terrain sur lequel on construit sont extrêmement exigeantes. Quand c'est pour refaire un site comme celui-là de gestion de matériaux, les normes de décontamination du terrain sont moins exigeantes que pour faire du résidentiel comme vous auriez voulu le faire. Là. C'est ça, c'est un immeuble résidentiel? C'est un commercial. Un commercial, OK. C'est ça, c'est très hétérogène ce secteur-là. C'était très haut. Hein. Il y a au-dessus de. On avait 15 pieds à certains endroits plus haut que le niveau de la rue. Nous, on va valoriser le plus possible. Il y a une dépression qui a été créée justement pour aménager le dépôt à neige. Donc, on va combler cette dépression avec les matériaux du site. On va vraiment valoriser le plus possible nos matériaux. On devrait en sortir très peu. Et les extras, justement, on veut construire un andin, donc on va pouvoir utiliser à nouveau cette matière-là. Donc, oui, effectivement, parce que on veut être justement dans le développement durable le plus possible avec ce projet dès le début, là. C'est un bon projet. Merci pour vos questions. Merci aux techniciens aussi d'avoir géré caméra et son toujours sur la coche. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu au mot de la fin. J'inviterai votre conseiller municipal, M. Melançon. Avec le micro, tout le monde va pouvoir vous voir également avec la caméra. Parfait. Merci tout le monde. Merci d'être là. Écoutez, cette soirée nous a permis justement d'avoir une présentation. Merci pour les intervenants. Mais ce que je retiens de tout ça, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses à regarder. Donc, moi, je vous invite encore une fois, s'il y a des choses que vous voulez qu'on éclaircisse, qu'on regarde de plus près, selon vos appréhensions, selon effectivement vos expertises, ça me ferait un plaisir. Moi, vous pouvez communiquer avec moi par courriel. J'ai des cartes ici. Ça me ferait un plaisir de vous le donner. Et par la suite, moi, je ferai aussi le relais avec Mme Asselin là, et l'administration s'il y a des questions que je ne suis pas capable de répondre. Dans l'ensemble, écoutez, on verra par la suite, mais à ce moment-là, je vous ai entendu, on regarde ce projet-là, on va voir par la suite. Mais je vous remercie surtout de votre présence, je trouve ça important. Et s'il y a quoi que ce soit, on est toujours là. Moi, mon bureau est à l'arrondissement, vous savez, et qu'on peut aussi même se rencontrer, ça va me faire un plaisir. Merci et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Puis effectivement, M. Melançon, vous savez où me trouver. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous les acheminez via M. Melançon ou directement via le 3-1 ou via nos équipes. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Merci, bonne soirée.